Bah, la première chose, c'est très protocolaire, hein, et c'est pour les archives aussi. J'aimerais que, face à la caméra, vous me disiez votre prénom, votre nom, votre lieu et votre date de naissance. Je m'appelle Isabelle Choco. Mon nom de naissance est Strauch. Je suis née à Lodz au mois de septembre, le 18 septembre 1928. J'étais fille unique des parents pharmaciens. Est-ce qu'on peut parler un peu justement de votre milieu d'origine? Vos deux parents sont pharmaciens, n'est-ce pas? Oui, essentiellement ma mère. Mon père ayant vécu dans un grand domaine, mes grands-parents, ce qui se produit très rarement en Pologne parce que les Juifs n'avaient pas le droit d'avoir des propriétés terriennes. Ils étaient assignés à certains métiers essentiellement en ville, soit des métiers libéraux, soit des métiers commerciaux. Mais mon grand-père, ma grand-mère, c'était une des très rares familles qui habitait, qui avait une propriété terrienne. Et ça leur a été enlevé à la guerre de 1914-18 par des Cosaques, paraît-il. Je dis paraît-il parce que je n'ai pas eu l'occasion d'entendre mes grands-parents parler de cela. Mon grand-père étant décédé quelques mois après, n'ayant pas pu supporter son changement de vie. Et ma grand-mère, je l'ai connue, elle est restée et elle s'est occupée des enfants et elle a monté un petit atelier de photographie à Lodz. Et là, comme petite fille, c'est la première fois de ma vie que j'ai eu à retoucher des photos, à les arranger. Et comme je disais, c'était ma première profession artistique. Alors finalement, donc dans votre famille, il y a un peu de patrimoine, ou est-ce que c'est une expropriation Une expropriation complète. complète? Comment donc votre mère devient-elle pharmacienne? Elle a fait des études, ce qui est une chose assez exceptionnelle. Ma mère a fait des études et ses deux sœurs également. Ma mère était la fille aînée d'une famille de 6 enfants, 4 filles et 2 garçons. Et comme fille aînée, elle s'est occupée de ses frères et sœurs, comme souvent ça arrivait dans les familles à ce moment-là. Ma mère travaillait dans la journée et faisait des études le soir. En Pologne, à ce moment-là, il y avait un numerus clausus, ce qui fait que seulement 3 ou 4 personnes d'une classe et d'une matière pouvaient accéder à des études supérieures. Donc ma mère et ses sœurs devaient être de très bonnes élèves, puisque toutes les trois ont passé des examens et toutes les trois ont eu une pharmacie. Et comme leur nom de jeune fille était Galewska, les 3 pharmacies s'appelaient Galewska. Et pratiquement à ce moment-là, tous les gens de Lodz connaissaient ce nom. Mais mes tantes et ma mère ayant dû faire des études de marketing avant l'heure. Et comment vos parents se sont-ils rencontrés? Quand mon père est venu à Lodz, puisqu'ils ont été expropriés de leur propriété, je ne sais pas si c'était durant les études ou si c'était dans le privé, mais ils se sont rencontrés à Lodz. Et ils se sont mariés là. Ma mère n'étant pas très jeune, parce qu'elle a eu le temps de finir ses études, d'acquérir la pharmacie, c'est-à-dire de créer la pharmacie, et elle avait donc une trentaine d'années quand elle s'est mariée, environ une trentaine d'années. Comment vous décririez cette famille? Est-ce qu'elle est unie? Est-ce que... Les 2 familles sont très unies dans ce sens que ma mère s'est beaucoup occupée de ses frères et sœurs. Je n'ai pas connu mes grands-pères, je n'ai pas connu donc mon grand-père maternel. Ma grand-mère était une femme assez autoritaire. Les enfants s'occupaient beaucoup d'elle et donc ma mère s'occupait beaucoup de sa mère et de ses frères et sœurs. Seule moi, comme petite fille, première petite fille de cette famille-là, j'avais droit de tout faire. Ma grand-mère était très indulgente et très gentille avec moi.
De l'autre côté, ma grand-mère n'a pas eu cette chance de pouvoir continuer à vivre d'une façon aisée puisque la propriété leur a été prise. Et donc, elle avait ces petits ateliers de photographie qui ne procuraient pas énormément de revenus et elle élevait toute seule ses enfants. C'était une famille très unie également. Mon père et ses sœurs, il avait 2 frères et 3 sœurs. Simplement, dans cette famille-là, on sentait bien que surtout les femmes étaient restées longtemps dans la propriété à la maison. Elles n'étaient pas aussi entreprenantes que du côté de ma mère. Alors, quelles sont les principales festivités, les principaux événements qui rythment l'année dans cette vie familiale? On allait tous les dimanches chez ma grand-mère maternelle. On allait au cinéma, mes parents m'amenaient au cinéma, et ensuite on prenait un fiacre et on allait chez la grand-mère. Il n'y avait pas beaucoup de voitures à ce moment-là en Pologne, à Łódź, donc c'était le fiacre. Et là, on se réunissait tous les dimanches, parce que ma mère et ses sœurs, tout le monde travaillait samedi. Toute la semaine et samedi. Ma grand-mère paternelle, je la voyais de temps en temps dans son atelier, dans son entourage, mais un peu moins souvent et moins régulièrement. Je n'allais pas souvent à la pharmacie parce que je dérangeais le travail de mes parents, mais j'avais beaucoup d'activités dans ce sens que je fréquentais une école pilote qui était une des rares écoles mixtes en Pologne, où on n'enseignait pas la religion. L'histoire donnait des indications sur la religion, la science, l'histoire. Nous avions un journal, nous avions des études tout à fait modernes, presque contemporaines. C'est une école qui n'aurait pas été déplacée aujourd'hui dans notre monde moderne. L'instruction civique, il était question qu'on ait une instruction sexuelle, de problèmes de sexualité, mais ça ne s'est pas fait. C'était la guerre qui est arrivée sur ces moments-là. Et donc, c'était une école excessivement moderne. Alors, est-ce que vous avez appris les langues dans cette école? Et quelles langues avez-vous appris? Alors, on a commencé à apprendre les langues que dans le secondaire. Et je suis arrivée seulement au moment du ghetto, au moment de la guerre. Par contre, à la maison, ma mère me donnait des leçons. Enfin, j'avais un professeur de français. J'apprenais donc le français presque en même temps que le polonais. Bien entendu, pas quotidiennement. Malheureusement, je n'avais pas l'occasion de parler le français, mais j'avais des leçons de français 2 fois par semaine, depuis l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 10 ans. Et quelle langue parle-t-on à la maison? Le polonais. Le polonais. Et quand mes parents ne voulaient pas que je comprenne, ils parlaient le yiddish. Donc, ça arrivait occasionnellement, en fait, le yiddish. Tout à fait. Il y a un mot que vous avez prononcé à propos de cette école pilote dans laquelle vous avez été scolarisé, c'est le mot religion. Est-ce qu'on peut parler de cet aspect des choses dans le cadre familial? Tout à fait. Ma mère m'amenait de temps en temps à la synagogue. Je savais donc que nous étions juifs. Et je savais que les juifs allaient à la synagogue. Je côtoyais des catholiques, je savais qu'ils allaient à l'église. Nous allions dans la famille paternelle ou maternelle à l'occasion de fêtes et de repas traditionnels. De temps en temps, mes parents allumaient des bougies. On ne m'a pas expliqué exactement pourquoi. C'était aussi également occasionnel. La religion n'était pas présente dans ma vie quotidienne. Donc, comment vous décririez le rapport de votre famille au judaïsme? Si je comprends dans ce que vous dites, il n'y a pas d'engagement militant, il n'y a pas
Non, il y a une grande tradition. C'est ça, c'est le judaïsme traditionnel. Absolument. Est-ce que, puisque j'ai parlé d'engagement militant, est-ce qu'il y a des traces d'engagement politique au sein de cette famille? Je ne pourrais pas le dire très exactement, parce qu'il est évident que la guerre est arrivée, j'avais à peine, j'allais 11 ans. avoir 11 ans, donc l'engagement politique m'était très peu connu à ce moment-là. Par contre, ce dont je me souviens parfaitement, c'est l'engagement moral et humain de mes parents qui était très fort. On avait une conscience humaine, l'être humain comptait énormément, le respect de l'autre, un tout petit, un certain mépris pour tout ce qui était un peu artistique. C'est pour ça peut-être que je m'en suis occupée plus tard. Nous étions essentiellement branchés sur les sciences, sur la philosophie également, mais beaucoup sur les sciences. Et c'est ainsi que j'ai souhaité à l'avenir étudier la recherche, la chimie et la recherche en chimie et en sciences. Est-ce que vous avez des souvenirs dans cette enfance de ce qui se passe dans le monde? Est-ce qu'on parle dans votre famille, par exemple, de ce qui se passe en Allemagne en 1933 ou en 1938? Oui, non seulement j'ai le souvenir de ce qu'on se disait, parce que ça c'était peut-être quelque chose qui à ce moment-là ne m'intéressait pas directement vraiment. J'étais très occupée par mes études, par la langue française, par mes études de danse rythmique, par mes amis, et peut-être pas encore par ce qui se passait dans le monde. Par contre, nous avons eu une visite d'une tante avec sa fille, qui est arrivée en Pologne en 1937, qui a fui l'Allemagne et qui est arrivée, non mais même avant 1937, ils sont arrivés en Pologne en 1934, 33-34. La petite avait 3 ans et moi j'avais 5 ans. Et j'avais reçu une lettre de ma petite cousine, qui avait à l'époque donc 3 ans, et ma tante expliquait ce que ma cousine voulait dire. Oui, les Allemands, Hitler et les nazis voulaient arracher la cravate et les yeux à mon père. Donc je me souviens de ces mots d'enfant où cette cruauté et cette méchanceté étaient déjà présentes. Et cette tante est passée par Lodz et ils sont partis à Paris. Mon oncle, ma tante, avec leur fille, et ensuite ils ont eu un fils à Paris. Alors je vais juste faire une incise, on y viendra tout à l'heure. S'agit-il de la famille que vous allez retrouver à Paris quand vous revenez à Paris après? Exactement. Donc, on y reviendra. Donc vous avez 11 ans, m'avez-vous dit, en 1939. Comment vivez-vous ces moments-là? Puisque en fait vous êtes né le 18 septembre et donc vous venez de fêter votre 11e anniversaire alors que la Pologne et la guerre, vous l'avez dit, est déclenchée. Tout à fait. Comme tous les ans, au mois d'août, j'étais en pension. Mes parents m'adoraient. Comme j'étais fille unique, j'ai été très très gâtée, choyée. Mais j'avais des obligations et je pense que mes parents, des obligations d'apprendre, et quand j'apprenais, il fallait que ça soit bien fait, il fallait que j'aide la personne qui travaillait chez nous à la maison, il fallait que je sois quelqu'un de responsable. Donc, ils m'envoyaient 2 fois par an dans une pension pour que je sois entre enfants et que j'apprenne à être autonome. Cette année-là, à la fin du mois d'août, mes parents auraient dû venir comme d'habitude me chercher et j'étais en pension alors que tous les autres enfants presque étaient partis. Alors j'avais téléphoné en catastrophe, j'ai dit qu'est-ce qui se passe et mes parents m'ont dit ne t'inquiète pas, on vient te chercher. Effectivement, ils sont venus avec quelques jours de retard
Et au moment où, avec mes valises, nous étions à la gare, j'ai entendu ma mère qui disait « Il n'aurait pas fallu défaire les valises, il aurait fallu nous en aller plus loin ». Donc ça m'est resté gravé dans la mémoire. Évidemment, par la suite, je compris ce qu'elle voulait dire. Et nous sommes rentrés à la maison. À ce moment-là, les Allemands sont très vite rentrés en Lodz, puisqu'ils sont entrés au mois de septembre 1939. Et mon anniversaire de 11 ans, pour la première fois, n'a pas été fêté. Qu'est-ce qui se passe? Quelles images avez-vous de cette entrée des Allemands à Lodz? Comment ça se passe? Tout d'abord, avant l'entrée des Allemands à Lodz, j'ai une image absolument incroyable qui est celle de quelque chose d'énorme qui se passe parce qu'on me réveille la nuit. Une nuit, on me réveille, les parents me réveillent et ils me disent habille-toi vite, nous allons partir. Ils prennent une valise et nous allons dans la rue où nous voyons énormément de gens, un bruit incroyable, tous les gens courent presque tous dans le même sens, c'est-à-dire vers Varsovie, vers la Russie, tandis que nous allons dans le sens inverse, parce que ma mère allait voir sa mère. Comme d'habitude, la fille aînée ne laissait pas la mère toute seule sans savoir ce qui allait se passer. Nous allions donc dans le sens inverse et avant d'aller chez ma grand-mère, nous nous sommes arrêtés à la maison de ma tante. Et à notre grande surprise, à la maison de ma tante, il n'y avait pas du tout ces bruits, ces éclats. Ils n'étaient même pas réveillés. Tout simplement, ils habitaient dans une maison d'un Volksdeutsch. Volksdeutsch qui veut dire un Allemand, un Polonais d'origine allemande. Et ils n'ont pas été réveillés. Ils dormaient. Et c'est nous qui leur avons appris qu'il y avait une cohue et tout le monde partait, c'est-à-dire que il y avait un bruit qui a couru, que les Allemands allaient rentrer et tous les hommes valides allaient être pris pour être envoyés en Allemagne et travailler en Allemagne. Donc tous les hommes valides, accompagnés par leur famille ou seuls, se sont dirigés vers la frontière russe, enfin s'en aller, ou lituanienne ou lettonienne, pour se sauver de Pologne. Et c'est ainsi que mon oncle, le mari de ma tante, est parti, tout seul, et sa femme et sa fille sont restés à Lodz. Ensuite, nous sommes allés chez notre grand-mère, et là nous avons trouvé la même effervescence, parce qu'elle n'habitait pas chez un Volksdeutsch, et effectivement, les hommes, et quelquefois avec les familles, étaient dans la rue. Ensuite, les routes ont été bombardées et nous avons ainsi compris que c'était une propagande, que c'était une sorte de volontaire d'envoyer tout le monde sur les routes pour affaiblir, disons, une future résistance, puisque les hommes valides, surtout les hommes jeunes, étaient partis. Donc ça, c'est les premières heures avant l'arrivée des Allemands. Avant l'arrivée des Allemands. Et comment ça se passe alors à l'arrivée des Allemands? À l'arrivée des Allemands, moi je ne vais pas dans la rue, mes parents ne me laissent pas aller dans la rue, mais j'entends qu'il y a quelques personnes qui sont réunies pour attendre les Allemands avec certaines exclamations de joie et de fleurs. Les autres s'abstiennent. Alors quand vous dites certaines personnes, est-ce qu'on pourrait être plus précis? Je pense que ça devait être des Polonais d'origine allemande, quelques sympathisants de nazis, qui n'étaient pas très nombreux, mais il y en avait quand même. Les Polonais étaient anti-nazis pour la plupart, mais il y avait quand même certains qui étaient là pour accueillir les Allemands. Et dans votre entourage, je dirais autant dans l'entourage familial que dans l'entourage immédiat,
Comment vit-on ces heures? Comment analyse-t-on cette situation? Ah, c'est quelque chose de terrible. Ma mère et mon père se souviennent encore de la guerre de 14. Ils étaient enfants à ce moment-là. Et ma mère me raconte en quelques mots, oui, mais tu sais, la guerre de 14-18, on allait à l'école sous les balles qui sifflaient au-dessus de nous et on n'avait pas grand-chose à manger, on mangeait surtout des pommes de terre. Ce qui aurait été heureux pour nous si on en avait pendant la guerre qui allait suivre. Alors, comment se déroulent les mois suivants à partir du moment où les Allemands prennent pied en Pologne? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les changements? Étant donné que dans tous les registres et sur tous nos papiers, la religion figurait, les Allemands n'ont eu aucun mal à recenser les Juifs. Et donc, très rapidement, ils ont pris les premières mesures qui étaient de nous obliger à porter 2 étoiles, une devant et une derrière. Nous devions coudre ces étoiles sur nos vêtements, afin que ça soit très visible. Et ça, c'était la première mesure. La deuxième mesure, c'était on n'avait pas le droit de traverser la rue principale. Et comme la rue principale coupait pratiquement la ville en deux, on a commencé à avoir des difficultés de rencontres avec la famille et des amis, car on ne pouvait plus traverser cette rue principale. Ainsi, moi j'avais ma tante et ma grand-mère qui habitaient de l'autre côté de cette rue. Et pour la première fois, pour traverser cette rue, ma mère avait demandé à la femme qui s'appelait Panimania de me prendre par la main et de me faire traverser cette rue pour aller voir ma tante et ma grand-mère. Cette femme était catholique, elle ne portait donc pas d'étoiles. Elle m'a demandé d'enlever les étoiles pour traverser cette rue. Et je lui ai répondu, non, je dois porter les étoiles, je ne les enlève pas. Et c'était d'autant plus difficile qu'elles étaient cousues. Et donc, non, je n'avais pas envie d'enlever les étoiles. Elle m'a donc suivie, moi je suis partie la première, et l'Allemand qui faisait la circulation dans cette rue principale a commencé à crier en allemand, « Viens voir, viens ici ». Alors, moi qui avais commencé à apprendre l'allemand, je comprenais ce qu'il disait, mais j'étais un peu effrayée, puis je faisais semblant de ne rien comprendre du tout. Alors, il a dit « Va-t'en, fiche les camps », il m'a renvoyé du côté d'où j'étais venue, et ça j'avais très vite compris, je suis partie en courant, et cette femme qui m'a accompagnée est restée sur les côtés sans se joindre à moi. Et moi, je suis rentrée toute seule à la maison en courant. Depuis ce moment-là, ma mère s'était jurée de ne plus jamais me laisser toute seule. Alors, pour ce qui est des conditions de travail de vos parents, qu'est-ce qui se modifie? Comment ça se passe? Au début, ma mère et mon père vont tous les jours à la pharmacie. Ils ont travaillé au début beaucoup plus encore qu'avant la guerre, je dirais, parce qu'ils préparaient des masques à gaz qui n'ont pas été utilisés, heureusement, parce que les masques à gaz qu'ils préparaient, qui étaient faits avec de la gaz, je ne vois pas comment ça aurait pu arrêter les gaz qui devaient être préparés pour la guerre. Mais mes parents, donc, travaillaient à peu près normalement au début, quand les Allemands sont rentrés. Outre les produits pharmaceutiques et outre les produits que ma mère faisait, parce qu'à l'époque, les pharmaciens préparaient des médicaments également, ma mère avait la concession de produits français, de produits de beauté. Donc, c'était un avantage pour exploiter cette pharmacie. Malheureusement, les Allemands, en suivant leur processus qui a été parfaitement préparé, calculé et étudié, ils ont confisqué tous les biens juifs.
Et à ce moment-là, c'était la première fois que mes parents m'avaient amené avec eux à la pharmacie. Et j'ai assisté à la remise des clés, purement et simplement. Ma mère et mon père ont remis des clés à deux messieurs qui se trouvaient là, ou deux messieurs, que je ne connaissais pas, qui n'étaient rien dans cette pharmacie, qui ne l'ont pas payé, qui n'ont rien fait pour cela, mais tout simplement, ils avaient confisqué la pharmacie, les clés, et mes parents sont partis tous les deux, en me tenant par la main. Et les larmes aux yeux, on s'est dirigé vers la maison, et moi, c'est la première fois que je voyais mes parents dans cet état-là. C'était des gens extrêmement énergiques, des personnes très pudiques, je ne les ai jamais vus pleurer, et c'est la première fois que je voyais ma mère et mon père dans cet état. Donc en fait, à quelle date ce qu'on appelle le ghetto de Łódź est strictement constitué en fait? En fait, nous devons partir au ghetto de Łódź parce que la mesure suivante, on nous prévient que nous allons être obligés de déménager dans un ghetto. Ça suit l'épisode de la pharmacie. Ça suit l'épisode de la confiscation des biens. Voilà. À la suite de la confiscation de biens, il y a en plus aussi des incursions des civils, aussi des militaires, mais également des civils. Une incursion peut-être pas quotidienne, mais extrêmement fréquente dans nos appartements, où ces gens-là tapent à la porte très violemment, se font ouvrir les portes, rentrent dans l'appartement, confisquent les objets qui leur plaisent et s'en vont sans autre forme de procès. Ainsi, une fois, ils sont rentrés et comme la chambre à coucher de mes parents était faite, c'était un des rares luxes que ma mère se permettait, c'était de faire une reproduction des meubles du château de Wawel de Cracovie. Elle avait une chambre à coucher en bois de rose, ornée du bois doré. C'était très beau, c'était de très très beaux meubles. Et ces personnes ont tout simplement mis les scellés sur la porte de la chambre. Et quand mes parents sont rentrés, ils ne pouvaient plus rentrer dans leur chambre à coucher. Ils étaient obligés d'amener un lit, bien sûr, dans la salle à manger. C'est tout ce qu'ils pouvaient faire. Ils ne pouvaient plus rentrer dans leur chambre. Alors vous parlez de civils qui ne se présentent pas vraiment. Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous avez une idée de qui ces gens sont et des motivations de leurs actions? Pourquoi ça se passe, ça? Comment c'est possible? Eh bien, tout simplement, ils ont, une fois pour toutes, estimé que les biens juifs n'appartenaient à personne, c'est-à-dire qu'ils étaient libres d'en disposer comme ils le voulaient. Et autant que vous sachiez, ces gens, est-ce que c'est des gens que vous connaissez? Pas du tout. Pas du tout. Je ne les ai jamais vus. Et ils parlent quelle langue? Quelle langue ils parlaient? Une bonne question. Ils parlaient soit allemand, soit polonais. Les deux langues, j'ai entendu les deux langues. Ainsi, dans mes souvenirs, une des incursions s'est passée au moment où j'avais ma leçon de français. Ma leçon de français m'a été donnée par un professeur de français. C'était la fille d'un général russe. Je ne sais pas ce qu'elle avait comme accent en français. Je ne peux pas mesurer la qualité de ses leçons. Mais ce dont je me souviens parfaitement, c'est que ces personnes sont rentrées au moment où j'avais cette leçon de français, et elle, qui n'était pas juive du tout, elle est devenue blanche, verte, de toutes les couleurs. Elle voulait ramasser absolument tous les livres, qu'on ne sache pas que j'étais en train de lui donner qu'elle était en train de me donner une leçon. Et je lui ai dit, mais non, on continue la leçon. Et je ne voulais absolument pas donner prise à cette incursion que j'ai considérée comme injuste, comme malhonnête, comme insupportable. Et vos parents, comment réagissaient-ils? Mes parents n'étaient pas là.
Mais Mes parents travaillaient bien encore à sûr. ce moment-là. Mais lorsque le soir ils sont arrivés et qu'ils ont vu les scellés sur leur chambre à coucher, la porte de la chambre à coucher, comment vos parents ont réagi à cette situation, par exemple? Je pense que mes parents ont déjà mesuré, non pas tout ce qui allait se passer, parce que ça on ne pouvait ni l'imaginer ni le mesurer. Personne ne l'avait imaginé. Mais ils avaient déjà pris conscience de certaines choses qui se passaient et qui allaient se passer. C'est-à-dire qu'on allait nous priver de choses qui nous appartenaient, de la liberté, et qu'on allait nous traiter comme des êtres à part. Je pense que là, mes parents étaient déjà conscients de ça. Est-ce que dans votre enfance et dans l'histoire familiale, vous aviez été en contact avec l'antisémitisme? Pas vraiment avant la guerre. Pas vraiment. Les personnes qui travaillaient chez nous étaient catholiques. C'était des personnes qui étaient quotidiennement en ma présence. J'avais des échanges avec ces personnes tout à fait normaux, d'estime réciproque. Et comme je les aidais et comme en plus j'étais attentif à ce qu'elles me racontaient, c'était de jeunes femmes qui finissaient par me raconter leur vie, que j'écoutais attentivement. Je leur donnais des conseils, je ne sais pas ce que c'était comme conseil, mais en tout cas, j'ai le souvenir de personnes qui ont été attentives à mon égard. À l'école, on avait pour obligation d'amener des petits déjeuners pour les enfants pauvres. Et les enfants pauvres venaient chercher ces petits déjeuners tous les jours. Et si nous oublions, par malheur, d'apporter ces petits déjeuners, on était renvoyés à la maison. Et moi, je voulais voir ces enfants qui étaient pauvres parce que je ne comprenais pas pourquoi il y avait des enfants qui n'étaient pas comme moi, gâtés par leurs parents. Et je les ai vus, j'ai attendu exprès. Et j'étais étonnée, effectivement, ils étaient plus mal habillés, ils avaient moins bonne mine que nous. C'était des enfants d'école de l'État et pour beaucoup des enfants catholiques. Alors nous en sommes restés au moment de la constitution du ghetto. Est-ce que vous pouvez me raconter comment ça s'est passé? Alors ça c'était quelque chose de très précis dans ma mémoire. Ma mère, une personne énergique, entreprenante, comme elle savait que nous allions donc être enfermés, privés de liberté, elle a décidé d'aller voir dans cette partie de la ville parce qu'on nous a octroyé des logements dans la partie de la ville la plus pauvre, la plus... celle qui était pas très bien, le bâtiment était vétuste, l'endroit n'était pas beau du tout, et ma mère voulait absolument trouver des logements pour que nous soyons le plus près possible de toute la famille et des gens que nous connaissions. Et ainsi, elle a trouvé une maison. Et elle a réussi à réunir toute la famille et quelques amis dans cette maison, de façon à ce que nous nous trouvions en pays de connaissance dans notre vie quotidienne, puisque nous allions être enfermés là. C'est comme ça que nous nous sommes trouvés, effectivement, avec des gens que nous connaissions. Donc vous avez emménagé quelque part dans cet endroit? C'est-à-dire que, étant donné que nous avions environ 5 mètres carrés par personne, comme nous étions 3, mon père, ma mère et moi, nous avions droit à 15 mètres carrés. Mes oncles, mes tantes, ma grand-mère, et le reste de la famille, ainsi que quelques amis, suivant le nombre de personnes, avaient droit à 15, 20 mètres carrés, 25 mètres carrés. Et nous avons donc été amenés, évidemment, à laisser la plupart de nos meubles et des objets qui se trouvaient dans les logements, et nous n'avons pu prendre dans cette pièce qu'un lit pour 2 personnes pour mes parents, un petit lit pour moi,
une table de chaise, un petit poêle qui servait à la fois pour chauffer, pour faire cuire les aliments. Il y avait un évier dans cette chambre et contre le mur, il y avait une petite armoire dans laquelle ma mère a réussi à amener quelques objets de la pharmacie en pensant que peut-être ça sera utile pendant la guerre et que c'est aussi quelques produits de beauté en pensant pouvoir les échanger contre de la nourriture. Elle entrevoyait déjà que nous savions que nous allions être rationnés sur le plan de la nourriture et que nous allons être obligés de travailler. Et ça se passe en quelle année alors? Alors, elle a commencé à chercher à la fin de l'année 39 et le ghetto a fermé au début de l'année 1940. Nous étions entourés de barbelés, de miradors, surveillés, et on ne pouvait plus rentrer et sortir librement dans le ghetto. Comment on vit dans le ghetto alors à partir de ce moment-là? À partir de ce moment-là, il y a encore une organisation qui se crée à l'intérieur du ghetto, qui nous donne la possibilité encore de vivre dans la famille et entre nous d'une manière difficile, puisque nous étions dans une pièce avec beaucoup de promiscuité, et que mes parents commençaient déjà à travailler, mais il est nommé le président du ghetto, qui s'appelle Chaim Rumkowski, et qui est der Älteste der Juden, c'est-à-dire le plus vieux de Juifs. Il n'est pas le plus vieux, mais il est considéré comme tel, peut-être comme le plus sage. Pour moi, à l'époque, il n'était de loin pas le plus sage. Et de loin, je considérais que ce qui a été organisé dans le ghetto n'était pas très juste, n'était pas très bien, et qu'il y avait une disparité flagrante entre des gens qui avaient encore la possibilité de se chauffer, de se nourrir, qui avaient encore des bas de soie et du champagne, entre guillemets, et entre des gens qui mouraient de faim pratiquement. Je critiquais donc terriblement comme gamine cette organisation, mais je dois dire qu'au début du ghetto, il y avait une organisation qui nous a permis d'aller à l'école. Il y avait les hôpitaux. Il y avait même une salle de concert et une bibliothèque. Et il y avait une police qui a été nommée par Rumkowski parmi les Juifs. Les Allemands se sont servis de Juifs, déjà là, pour mettre de l'ordre dans le ghetto, sous la menace, bien entendu, terrible, d'envoi en Allemagne ou de tout simplement de tuer, parce que les incursions dans le ghetto ont commencé également très vite. Mais pendant 1 an et demi, il y avait encore l'école, et c'est là que j'ai continué à apprendre l'allemand, malheureusement pas le français, et où j'ai appris l'hébreu. C'est dans le ghetto que vous avez Dans appris le ghetto que j'ai appris l'allemand et l'hébreu. Par contre, évidemment, on commençait à se moquer, enfin, pas se moquer, mais à me dire, regardez celle-là, elle parle pas le yiddish. Alors je leur répondais, mais moi je parle hébreu et c'est la vraie langue de juif. Parce que vous ne parliez pas vraiment le yiddish, pas finalement. Du tout. Vos parents, ça leur arrivait, mais pas vous. Hein. Pas du tout. Mais comme j'apprenais en même temps l'allemand, je commençais à comprendre le yiddish, qui, à mon goût, ressemblait trop à l'allemand. C'est pourquoi j'étais très contente d'apprendre l'hébreu, qui me convenait beaucoup mieux, car mes premières mauvaises notes, c'était en allemand, précisément.
Je devais être allergique. Et donc, évidemment, après la guerre, j'avais lu beaucoup de choses. Mon beau-père écrivait des poèmes en yiddish. J'avais lu des choses en yiddish. J'avais appris certaines choses. Et j'ai compris que cette langue avait une richesse nationale importante et qu'il fallait surtout la sauvegarder. Mais au début de mes connaissances, elle ressemblait trop à l'allemand. L'enseignement de la langue allemande, vous apprenez la langue allemande dans cette école au ghetto. Qui est à l'origine de ce choix? Pourquoi avoir fait ce choix en fait? Ah, mais je pense c'est obligatoire. C'était obligatoire. Absolument. Ça n'a jamais été un choix. Bien sûr. C'était une obligation. Donc l'école du ghetto, elle est organisée par qui et comment ça fonctionne? Par ces fameux gouvernements juifs à l'intérieur du ghetto. Mais quand les Allemands s'aperçoivent que les Juifs continuent à se cultiver, à lire des livres et à aller au concert, parce que nous allions, ma mère m'amenait le soir quelquefois au concert, et je lisais énormément, c'est là que, disons, mes lectures ont commencé d'une façon très assidue et très... enfin, je ne faisais que ça au ghetto. Après le travail, je ne faisais que lire. Ils ont fermé la bibliothèque, l'école, la salle de concert. Tout a été fermé à partir de 1941. Tout a été complètement fermé. Donc en gros, c'est un an, un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an. D'une vie où il y a encore quelques rythmes. Absolument. Et ensuite, nous sommes envoyés au travail. Voilà, vous m'avez mentionné d'abord, peut-être pour faire quelques brèves remarques là-dessus, les disparités à l'intérieur du ghetto. Oui. Quelles sont-elles et à quoi tiennent-elles d'après vous? Par exemple, avant la guerre, dans notre maison, habitait un médecin, une famille, un médecin, qui avait une fille qui était de mon âge et qui allait avec moi dans mon école. Sa mère avait estimé que moi j'étais grande, elle était petite. Je ne sais pas pourquoi, parce que nous avions le même âge. Et donc c'était moi qui m'occupais d'elle et qui l'amenais à l'école. Cette jeune fille, au ghetto, son père qui était médecin, disons que les quelques médecins, les quelques personnalités en vue étaient prises pour participer en quelque sorte, pas seulement au gouvernement, mais comme des personnes utiles, etc. Je suis en train de penser à ma mère, elle aurait pu aussi être peut-être prise là-dedans, mais elle n'y était pas du tout. Et chez ces médecins, par exemple, il faisait chaud, ils avaient à manger. J'y suis allée une fois seulement, alors qu'avant la guerre, j'étais constamment avec elle. Là, je n'y suis allée qu'une seule fois, et comme j'ai vu que je n'étais pas aussi désirée que cela, et que ça m'a paru complètement différent de ce que je vivais tous les jours, je n'y suis plus retournée. Comment ça se fait, je ne saurais pas le dire exactement. Ce sont les historiens qui doivent le savoir. Et vos parents, comment vivent-ils? Vous dites qu'ils travaillent à un moment. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, ma mère, qui a toujours eu beaucoup de connaissances, de relations, de par son métier, de par ses fréquentations, surtout des femmes, je dirais, à la pharmacie et pour les produits de beauté, mais également des hommes, a trouvé un travail dans une boutique d'alimentation. Ce qui fait qu'elle, elle pouvait manger un peu sur place, elle n'avait pas le droit de sortir quoi que ce soit, mais elle pouvait manger. Sa plus jeune sœur a trouvé une place dans une pharmacie. Et c'est elle qui nous amenait à la maison pour les enfants l'huile de foie de morue. Ce qui est extrêmement précieux, ça nous permettait d'avoir quelques vitamines. Sa deuxième sœur, je pense qu'elle travaillait
également dans une pharmacie, mais je n'en suis pas absolument certaine. Mes oncles n'étaient pas là, puisque le plus jeune était parti. Si, il y avait un seul, le plus âgé, le frère, l'aîné de ma mère, était là avec sa femme et son fils, habités dans la même maison. Du côté de mon père, il y avait son frère le plus jeune qui était donc à Paris, en France, et un autre qui était à Varsovie, les sœurs, pour la plupart, étant là, au ghetto, mais pas dans notre maison. Et on allait les voir, on se voyait de temps en temps, bien entendu. Donc, si on poursuit donc l'évolution de l'histoire du ghetto, là on est autour de 1941-42. Vous dites on nous a obligés à travailler. En quoi ça consistait? Alors, en ce qui me concerne, ma mère avait trouvé pour moi un travail, parce que le problème c'était de trouver du travail. Et les gens qui ne travaillaient pas ne mangeaient pas, n'avaient pas droit aux rations. Donc ma mère a trouvé un travail pour moi dans le tissage de la paille et ensuite dans le tissage de rubans. Et nous étions payés au mètre de tissage. Je gagnais donc de l'argent, mais c'était l'argent qui était fait uniquement pour le ghetto. C'était une monnaie spéciale, une monnaie de singe, comme nous l'appelions, qui n'avait aucune valeur ailleurs que dans le ghetto. Et dans le ghetto, on ne pouvait pas acheter grand-chose avec cette monnaie-là, parce qu'il n'y avait pas de marchandises à acheter. On avait des rations qui nous étaient données mensuellement, hebdomadairement, et un petit peu de pain tous les jours, mais c'était des rations extrêmement strictes, très très peu, finalement, juste pour nous maintenir en vie. Et c'est ainsi qu'au ghetto, on essayait d'échanger ce que nous avions contre la nourriture. Ma mère avait échangé ainsi les eaux de Cologne, les parfums, ce qu'elle avait contre de la nourriture. Mais il y avait les shampoings français qui restaient, personne n'en a voulu. Je me suis donc lavé la tête durant tout le temps au ghetto avec les shampoings français. Ensuite, il y avait des femmes qui avaient des bijoux. On échangeait les bijoux contre les pains, contre la nourriture. C'est ainsi que, pour un diamant, on recevait quelques pains, comme ces grands pains qu'on peut comparer ici en France à des pains poilânes. Et maintenant, depuis la guerre, à chaque fois que je vois un diamant, je vois se profiler derrière 3, 4 pains, suivant la grosseur du diamant. Et pour moi, cette valeur est restée symbolique. Est-ce qu'il y a une organisation politique dans le ghetto? Vous avez mentionné l'organisation institutionnelle dans un sens. Est-ce qu'il y a des groupes politiques? Est-ce qu'il y a des militants? Est-ce qu'il y a des organisations plus ou moins secrètes qui structurent, qui tentent de faire quelque chose? C'est une question extrêmement intéressante. Bien que j'ai été tenue à l'écart, étant considérée comme trop jeune pour tout ce qui se passait, néanmoins, je vous ai dit que dans la maison, nous étions entre amis, famille et amis. Et nous nous réunissions de temps en temps le soir. Et c'est ainsi qu'on se soutenait les morales. Il y avait 2 garçons qui racontaient des anecdotes, qui chantaient, il y avait des filles qui récitaient, qui jouaient la musique. Il y avait un semblant de vie culturelle entre nous dans cette maison. Et c'est ainsi que j'ai appris incidemment que les garçons, les aînés qui habitaient cette maison, avaient installé un poste émetteur-récepteur. Le poste émetteur-récepteur, évidemment, était complètement interdit et puni de mort, donc on ne savait pas où il se trouvait. Et on ne voulait surtout pas me le dire, bien entendu. Et puis je n'ai pas eu à poser des questions.
mais ils ont pu nous donner des nouvelles de temps en temps. Et c'est ainsi que nous avons eu des nouvelles très précises du ghetto de Varsovie et ce qui s'y est passé. Et c'est ainsi que nous avons su la malheureuse, la tragédie et en même temps la fin tragique du ghetto de Varsovie. Et c'est ainsi que j'ai compris ensuite, d'après les conversations que j'ai entendues, que ces jeunes qui s'étaient préparés à faire quelque chose dans le ghetto de Łódź ont décidé de suspendre cette révolte ou cette activité, ou c'est quelque chose qui se préparait, que je sentais, que j'entendais, en se disant peut-être que de cette manière-là, nous aurons plus de chances de laisser survivre les gens, d'autant plus que dans le ghetto de Łódź, comme je vous ai dit tout au début déjà, les hommes valides, les jeunes hommes manquaient, et qu'il y avait beaucoup de femmes, d'enfants, de gens d'un certain âge, qui d'ailleurs, petit à petit, ont été enlevés sous prétexte qu'ils allaient être mieux soignés à l'extérieur, puisque je vous ai parlé des incursions. Et ça se passait ainsi. Un camion débarquait le matin avec des soldats. On entourait une ou deux rues, enfin un petit bloc de maisons. On faisait descendre tout le monde et on prenait les enfants, les gens âgés ou des malades, et on les embarquait dans les camions. Sans que nous en connaissions la destination, en nous tranquillisant, écoutez, ils vont être beaucoup mieux en dehors, dans l'hôpital ou dans des maisons de soins, plutôt que de rester dans le ghetto. C'est à ce moment-là, évidemment, que ma mère a commencé à ne plus croire grand-chose de tout cela. Et quand j'ai eu la jaunisse, un jour, je suis devenue toute jaune, et qu'il y avait cette incursion des Allemands dans notre rue. Ma mère et mon père avaient décidé qu'il n'était pas question que j'affronte les soldats allemands, et nous nous sommes tous cachés en partant par des cours qui communiquaient derrière les maisons, de manière à échapper à l'endroit qui était entouré des Allemands. Et nous étions là en 42-43, mais en 42, il y a eu quelque chose de tragique dans notre existence. Mon père, qui était un homme assez fragile, il a subi aussi très mal cette expropriation, cette perte de la propriété de mes grands-parents. Et c'est un homme qui, ensuite, il s'est avéré qu'il avait une maladie de nerfs, qui se voyait très peu. Il fallait être averti pour le savoir, mais ça l'obligeait à prendre certains médicaments qui n'existaient plus dans le ghetto. En plus de ça, nous étions quand même déjà pas mal privés de nourriture. Il faisait très froid, puisque je vous disais qu'on avait un petit poêle pour nous chauffer et pour à la fois faire cuire des aliments. Ces petits poêles, quand on s'approchait, on avait un peu de chaleur, mais les tuyaux qui passaient dans la pièce ne pouvaient malheureusement pas la chauffer. Ainsi, en plus, on était obligé de casser la glace pour nous laver le matin, et on avait très froid. Et mon père a eu du mal à supporter tout ça. Il est tombé très malade en 1942, en mois de février 1942. Et ma mère, un soir, m'a dit, écoute, il faut absolument que tu ailles dans une pharmacie chercher de telle et telle piqûre. Elle m'a donné le nom, je suis partie très vite. J'ai essayé de trouver ces piqûres, j'en ai trouvé dans une pharmacie et je les ai vite ramenées à la maison. Malheureusement, c'était juste pour un peu prolonger la vie de mon père, mais ça n'était pas des médicaments pour la guérison. D'ailleurs, pour les guérir, il aurait fallu qu'ils puissent avoir un peu plus chaud, un peu moins faim, et qu'ils puissent être soignés sérieusement. Et il s'est éteint cette nuit-là. Moi, je n'ai pas pleuré, j'ai pris un livre, j'ai lu toute la nuit, et le lendemain, j'ai
évidemment vu ma mère toute seule dans ce grand lit. Mon père a été... évidemment, on avait un cimetière parce que dans le ghetto, les Allemands avaient prévu un cimetière. Le ghetto était près du cimetière et donc mon père était enterré là. Et nous sommes restés toutes les deux avec ma mère. Et cet homme, évidemment, nous manquait beaucoup toutes les deux. Et ma mère, comme toujours, comme souvent, se faisait des reproches qu'elle n'a pas été assez gentille. Alors je la consolais en lui disant que c'est certainement pas de sa faute, que le décès de mon père n'est nullement de son fait. Donc, alors une seconde. Pendant toute cette période, comment envisagez-vous l'issue de tout ça? Parce que finalement, bon, vous êtes assez jeune, vous avez 13-14 ans à cette époque-là, 1942-1943. Comment vous envisagez l'avenir, s'il y en a, et comment vous analysez cette situation? J'ai bien noté dans ce que vous avez dit que votre mère, au moment où vous avez la jaunisse, est bien consciente que votre état de santé peut vous nuire, que les camions qui viennent chercher les gens ne le font pas pour leur venir en aide. Comment avez-vous su que la situation était gravissime et voilà, comment voyez-vous, comment interprétez-vous ce qui se passe autour de vous? Tout d'abord, je pense que c'est le quotidien qui primait à ce moment-là. On avait des soucis immédiats, quotidiens, des soucis vitaux. On avait, comme je vous disais, on avait faim. Et par exemple, il y avait une scène qui m'est restée gravée dans la mémoire. J'avais une cousine Germaine, la fille de la sœur de mon père, qui était une jeune femme énergique, charmante, et qui au ghetto a eu l'idée de s'occuper des enfants pour se faire un petit peu d'argent, s'occuper des enfants pour soulager les mères et se faire un petit peu d'argent. Et elle m'avait demandé de venir donner des leçons de danse rythmique, ce qui m'a servi d'avoir appris cela avant la guerre. J'ai donné à ces petits-enfants donc les leçons de danse rythmique. Et je gagnais aussi quelques sous à ce moment-là. Un jour, nous sommes allés voir ses parents. Et ses parents, malheureusement, vivaient dans des conditions extrêmement difficiles car ils ne travaillaient pas. C'est pour ça qu'elle voulait leur venir en aide. Sa mère était une femme très fragile. Et son père était un homme qui était très fort avant la guerre. Il devait peser dans les 100 kilos, 90-100 kilos. Et il a perdu 40 kilos. Donc vous imaginez dans quel état de santé il était. Et dans quel état mental il était. Et quand je suis arrivée chez eux, j'ai vu par exemple ce lit installé au milieu d'une pièce et surmonté de parapluies parce que la pluie tombait à travers le toit. Et on m'a raconté que cet homme était fou de faim. Et je ne dirai pas ce qu'on m'a raconté encore parce que c'est trop horrible. Et cet homme était, complètement... sa tête était partie. Donc, si vous voulez, des images comme ça au ghetto, malheureusement, on en voyait, pas seulement dans la famille, mais autour de nous. Et c'est ainsi que les soucis quotidiens primaient sur tout ce qu'on pouvait imaginer. J'ai quand même entendu mes parents, avant que mon père ne meure. Je les ai entendus une nuit où j'étais réveillée, ils ne le savaient pas. J'ai entendu une conversation, ma mère avec mon père s'entretenaient à mon sujet, en disant, écoute, ils parlaient l'un à l'autre en disant, écoute, elle est maintenant grande, elle
Elle est intelligente, elle va peut-être s'en sortir. Elle va s'en sortir. Et c'est cette note qui est restée un peu dans ma tête, bien qu'ensuite, dans la vie quotidienne, je me disais, oui, parce qu'évidemment, on voyait, on était, par exemple, en relation avec des garçons. Alors à cet âge-là, les garçons et les filles se rapprochent déjà sérieusement. Et moi, dans ma tête, c'était loin de moi, oui, les garçons sont bien jolis, mais moi, pas question que les choses se passent d'une manière ou d'une autre avant que j'ai 18 ans, 23 ans. Si je me marie un jour, ça sera après mes études. Et la question d'études revenait constamment, la question de l'âge aussi. Et puis ensuite, un jour, entre nous, entre les filles, on s'est dit, mais et si on n'a jamais 18 ans? Et si on n'y arrivait pas à nos 18 ans? Vous dites un jour, c'est quand ça? On ne savait pas. On ne savait pas. Mais à quel moment vous vous êtes dit, est-ce qu'on pourrait ne pas atteindre 18 ans? C'était déjà quand on a commencé à entendre qu'on allait aller travailler en Allemagne. Alors voilà, là, dans les derniers temps du ghetto, qu'est-ce que vous savez des gens qui partent, qui sont envoyés Rien. Absolument rien. On sait qu'ils partent et on ne sait pas où ils vont. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ne reviennent pas. Que personne ne revient. C'est tout ce qu'on sait. Entre-temps, je dois dire aussi que nous avons eu la venue des Juifs russes. C'était encore au début du ghetto. C'est que j'ai oublié de mentionner. Parce que c'est ainsi que dans notre maison a aménagé une femme avec ses 2 enfants qui étaient russes, qui n'étaient donc pas au départ considérés comme russes. Mais quand la guerre a éclaté entre l'Allemagne et la Russie, on a envoyé les Juifs russes au ghetto où on les a déportés. Donc, à part le fait qu'on nous a envoyé des gens de l'extérieur et que ceux qui partaient ne revenaient pas et qu'on nous tranquillisait toujours en disant ils sont soignés, ils sont ceci, cela, parce que la propagande allemande était constante. Nous n'avions aucun écho de l'extérieur, à part notre poste émetteur-récepteur, qui ne donnait de nouvelles que d'un champ très, très court. C'était pas un poste qui pouvait prendre la BBC. Donc, c'était quelque chose d'extrêmement proche de nous. À part ça, nous ne savions absolument rien de ce qui se passait à l'extérieur. Est-ce que vous avez eu connaissance, malgré tout ça, de ce qui s'était passé à Stalingrad? Absolument pas. Non. Est-ce que vous saviez qu'il y avait des camps de concentration? Absolument pas. À quel moment on commence à vous parler donc d'aller travailler en Allemagne? Les grandes affiches sont placardées au ghetto en disant il faut que vous veniez à la gare, que vous vous rendiez tous en famille à la gare, vous allez être amenés en Allemagne, vous allez travailler en famille en Allemagne. Et c'est là que je me rends compte que ma mère ne croit plus à cela. Comment? Ma mère me dit nous n'allons pas aller à la gare. Pas question que nous allions à la gare. Je dis oui, mais alors qu'est-ce que nous allons faire? Et elle m'amène dans une maison, un grand couloir, une grande armoire. Elle pousse le fond de cette armoire, on descend les escaliers, on va dans une cave, et dans cette cave, ma mère me dit, c'est là que nous allons rester. Je lui dis, mais écoute, on va rester là, sans eau, sans nourriture, sans voir quoi que ce soit, mais comment nous allons tenir là? Elle me regarde, elle est désespérée là. Là, je me rends compte qu'elle est complètement désespérée et elle me dit, il faut qu'on se cache. J'ai dit, oui, ben, je comprends bien qu'il faut se cacher, mais ici, comment nous allons tenir? Elle me dit, bon, ben, on va essayer de trouver une autre cachette. Elle trouve une cachette sous un tas de charbon. Et les Allemands arrivent maintenant, le matin,
en camion, les soldats, et amènent tous les gens à la gare. Tous ceux qui ne veulent pas s'y rendre font descendre les gens de leur maison et les amènent à la gare. Et ma mère continue à vouloir se cacher. Alors les soirs, nous sortons d'un tas de charbon dans un état que vous pouvez imaginer, nous sommes toutes noires. Et c'est extrêmement pénible. Et ensuite, ma mère trouve une autre cachette. Sous un parquet, dans une maison, dans une grande pièce, il y a un trou dans le parquet. On remet le parquet et à ce moment-là, nous sommes cachés dans ce trou. Et là, malheureusement, les soldats allemands arrivent, tapent avec leurs crosses de fusil. Ils avaient l'habitude de le faire dans les maisons pour écouter s'il n'y avait pas justement des cachettes sous les planchers. Et ils trouvent notre cachette. Et nous sommes 3 dans ce trou, une femme dont je ne connais pas le nom, ma mère et moi. Et c'est là qu'ils nous amènent à la gare. Et ça se passe à quel moment, ça? Au mois d'août 1944. Donc vous êtes emmené à la gare de Łódź. Absolument. Pour vous dire que, si vous voulez, en admettant que moi, j'ai une mémoire de gamine, mais ma mère, à ce moment-là, dans la petite valise de ma mère, se trouve le bulletin de classe d'école à moi. Et comme j'estime que ma mère était une femme intelligente et énergique, elle n'aurait pas amené mes notes de classe si elle connaissait l'existence des camps de concentration. C'est pas ça qu'elle aurait amené. Voilà pourquoi je vous dis que nous n'en avions pas connaissance. Quel âge a votre mère à ce moment-là? Alors, ma mère, à ce moment-là, 44, elle a 44 ans. Et votre père, il était né en quelle année, en fait? À peu près dans les mêmes années. Donc, il est décédé à 42 ans. Il était né au tournant du siècle, hein, en quelque sorte. C'est cela, c'est la fin du siècle, début du siècle. Donc, vous êtes emmené à la gare. Comment s'est passée cette arrestation, je veux dire, du point de vue matériel? Qui est venu vous chercher? C'était des soldats allemands, c'est ça? C'est-à-dire que, tout simplement, quand on nous a amenés à la gare, il y avait des soldats allemands, il y avait les trains de marchandises, et on nous a poussés dans ces trains de marchandises, dans ces wagons de marchandises, et on nous a entassés là-dedans, et on a fermé les portes, et nous sommes partis à une destination inconnue, c'était Auschwitz-Birkenau. Et vous n'aviez pas de moyens de subsistance, de l'eau, de la nourriture? Est-ce que vous aviez quelque chose sur vous? Ce dont je me souviens parfaitement, c'est que, entassés dans les wagons comme nous l'étions, on n'avait pas le moyen de nous asseoir tous à la fois par terre. On était trop nombreux. J'ai le souvenir également qu'il y avait une petite lucarne en haut qui ne nous permettait pas de respirer non plus tous à la fois. Et que ma mère, avec d'autres personnes, avait instauré une espèce de petit ordre. Chacun à son tour s'asseyait et chacun à son tour grimpait pour respirer un peu mieux à la lucarne. On essayait donc une espèce d'entente pour pouvoir se reposer à tour de rôle et respirer à tour de rôle. J'ai le souvenir que le train s'est arrêté une fois pour que nous ayons de l'eau. Je n'ai pas le souvenir de nourriture. Et j'ai le souvenir que nous sommes arrivés à Auschwitz-Birkenau le long des rails de chemin de fer et que quand on nous a fait descendre, ma mère avait cette petite valise qui ne la quittait pas, puisque c'est ce qu'elle prenait toujours avec elle. On nous a fait descendre là et on a vu sur un côté les barbelés avec des êtres humains. On a vu ensuite que c'était des femmes, tête rasée, robes rayées. Et quand on était effarés de voir cela, on nous a tranquillisés que c'était des malades mentaux, mais que nous allons aller travailler. À l'arrivée d'Auschwitz-Birkenau, on nous a donné cette information.
Et c'est ensuite qu'est arrivé un homme en pantalon et oreiller qui est venu vers moi et qui a marché à côté de moi, parce que nous devions tous avancer le long des rails de chemin de fer. Il est venu vers moi, il s'est approché de moi et il m'a dit « Écoute-moi bien, tu vas à gauche, tu vas au bout là-bas, à la sélection, tu vas à gauche. À gauche c'est la vie, à droite c'est la mort. Alors tu vas à gauche. » Il vous a dit ça? Oui. Il m'a dit ça d'une façon distincte, il l'a répété à plusieurs reprises. Tu fais attention. Tout d'un coup, j'ai réalisé que j'étais la seule à le savoir, que tous les gens autour de moi l'ignoraient. Il n'était pas question que je le dise à haute voix, ou que je crie, ou que je fasse un scandale, parce qu'à ce moment-là, les Allemands allaient tirer dans le tas, ça je connaissais déjà leur façon d'agir dans le ghetto, j'ai déjà eu l'occasion de voir ce qui se passait. J'ai pris parti de faire la chose suivante. J'ai pris ma mère par la main, je lui ai vaguement dit ce qui se passait, et j'ai avancé extrêmement vite, le plus vite possible que je pouvais, pour essayer d'informer le maximum de gens en disant « allez à gauche, allez à gauche, allez à gauche, allez à gauche ». Alors, je ne sais pas si on m'a pris pour une folle ou s'ils ont enregistré, si les gens ont enregistré, mais tout ce que j'espère, c'est qu'à l'arrivée au bout, quand ils ont vu la sélection gauche-droite, qu'ils se sont rappelés de ce que j'avais dit. Et moi, on m'avait tenu effectivement entre les deux personnes qui faisaient la sélection, puis on m'a tout de suite envoyé à gauche, mais ma mère, elle est restée entre les deux. Et moi, je me suis dit, mais c'est pas possible. Alors j'ai pris ma mère par la main, et comme il y avait une foule qui avançait, j'ai tiré ma mère par la main, et elle est venue avec moi, et nous sommes allés vers la gauche toutes les deux, bien entendu. Le voyage, pour en revenir au transport, ça avait duré combien de temps? Je n'ai pas le souvenir exact. Il me semble 2 jours et une nuit ou quelque chose comme ça. Et pendant ce transport, est-ce qu'il y a des gens qui sont en mauvaise condition physique? Est-ce qu'il y a déjà des victimes à l'arrivée? Non, pas dans notre compartiment. Qu'est-ce qu'on dit dans le transport? Est-ce qu'on sait où on est? Est-ce qu'on sait où on va? On est complètement abasourdi. En essayant de respirer, en essayant de voir ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, en essayant de voir le voisin, en essayant de trouver une place. Là, on est très choqués, là. Je pense que c'est le premier choc important, parce que nous étions tous très choqués déjà au ghetto, nous étions déjà tous très éprouvés dans le ghetto. Mais je pense que là, c'était quelque chose comme un coup de massue. Donc là, vous allez à gauche, comme vous l'avez dit. Qu'est-ce qui se passe ensuite? On nous amène dans une pièce, on nous fait monter les escaliers, je crois. Et on nous amène dans une pièce où on nous rase la tête, on nous met toutes nues, on nous oblige à nous déshabiller complètement et on commence à nous raser la tête. Et là, évidemment, on se regarde les unes les autres, on ne se voit pas, il n'y a pas de miroir, mais on se voit les unes les autres et c'est encore un choc humain, un choc féminin. Et ensuite, on nous amène dans une douche. On nous fait prendre des douches. Et à la sortie de la douche, on nous distribue des sabots, les robes rayées et des sous-vêtements. Et là aussi, bon, vous avez 16 ans. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Est-ce que vous parlez? Vous êtes là avec votre mère encore? Oui. On ne raisonne pas, on ne comprend pas. On continue à être sous les chocs. On reprend nos esprits
dans la baraque. Même pas dehors, parce que la première nuit, même 2 nuits, on les passe dehors, parce qu'il n'y a pas de place dans les baraques. Le train arrive bondé de différents camps, et notamment donc du ghetto de Lodz, d'une manière assez accélérée. Et on n'a pas de place dans les baraques, ou on ne nous a pas affecté tout de suite d'une baraque. On est dehors et on se chauffe en restant couché, le corps des unes près des autres. Et le lendemain ou le surlendemain, on est dans une baraque. Et c'est dans la baraque qu'on commence à reprendre un peu les esprits et à nous parler un peu. Parce que jusque-là, vous ne parlez pas. Oh non. Et vous êtes dans une baraque de quarantaine, est-ce que c'est ça? Est-ce que vous êtes mise en quarantaine? Non. Non. Ah, si c'était une baraque de quarantaine, je n'en ai pas conscience. Qu'est-ce qu'on vous a dit que vous alliez faire dans ce camp jusqu'à ce moment-là? Est-ce qu'on vous a... On nous a toujours dit qu'on allait travailler. Mais là, nous voyons des gens, et on commence déjà à parler avec les gens qui sont à Auschwitz-Birkenau depuis un certain temps, et on apprend toute l'horreur du camp. C'est-à-dire que moi, je pense que ma mère ne voulait pas que je l'entende. Je pense que ma mère, à ce moment-là, a entendu parler de ce qui se passait à droite, des fours crématoires qui ne liquidaient pas seulement les morts, mais où il y avait des chambres à gaz. Je pense qu'elle a commencé à entendre parler de ça, moi pas encore. Je pense que ma mère, pendant très longtemps, aussi longtemps qu'elle a pu, a protégé, si vous voulez, m'a protégée pour que je ne sache pas, que je n'entende pas certaines choses. Et à ce moment-là, d'ailleurs, quand je suis sortie dehors de la baraque, c'est pourquoi je vous dis que je n'ai pas les souvenirs de la quarantaine, je pouvais sortir. Et je suis sortie de la baraque et j'ai vu en face une autre baraque qui était entourée de barbelés, en plus de nos barbelés à nous. Je n'ai pas compris pourquoi. Une porte s'est ouverte. Et des êtres sont sortis là-dedans. Je dis des êtres parce que c'était difficile de reconnaître des êtres humains, tellement ils étaient décharnés, malades, infirmes. Ils se traînaient plus qu'ils ne marchaient, et ils étaient dans un état épouvantable, avec des vêtements haillons, des êtres qui étaient au bout du rouleau, qui étaient difficilement reconnaissables comme êtres humains. La preuve, c'est que je ne sais pas si c'était des hommes ou des femmes, ou les deux, je n'en sais rien. Et j'ai couru à ma baraque, j'ai dit à ma mère, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Et ma mère m'a dit, écoute, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On n'a rien, on ne peut rien. Et nous sommes restés toutes les deux là, cette fois-ci ayant les images du désastre devant les yeux. Vous avez su à quel moment, alors, puisque votre mère vous a protégé, vous l'avez dit, mais à quel moment vous avez commencé à accéder à la vérité de ce qui se passait à Auschwitz? Petit à petit, je me suis rendu compte que les femmes qu'on avait vues derrière les barbelés, j'avais la réminiscence de ces choses-là. On nous a dit que c'était des malades mentaux. Je me suis rendu compte tout de suite que c'était des femmes comme nous. Dont on a tendu la tête et auquel on a donné des oreillers, puisque nous étions dans le même état. Ensuite, on a commencé à nous dire que nous allions aller dans un camp de travail, dans un commando de travail. J'ignorais encore ce que ça voulait dire. Un commando de travail, je pensais au travail qu'on avait fait au ghetto, dans un atelier ou quelque chose comme ça.
Mais le mauvais traitement m'a déjà fait songer à quelque chose qui était très très dur. Il y avait des appels, là, déjà aussi le matin, on nous comptait, etc. Et puis, effectivement, on nous a envoyés au commando de travail qui s'appelait Zelle. Et à Zelle, qui est un petit village à côté d'Hanovre, entre Hanovre et Bergen-Belsen, quand on nous a envoyés à Zelle, nous sommes arrivés dans la forêt, une forêt pas très grande, une forêt tout de même. On nous a mis dans des baraques, et là, il y avait des lits superposés, mais des lits avec de la paille, avec un semblant de couverture. Et un poêle au milieu de la baraque pour donner un peu de chaleur. Aller dans un commando de travail à Zelle. J'ai plusieurs questions à ce sujet. Après combien de temps à Auschwitz donc êtes-vous transféré dans cet autre camp? Je ne suis restée à Auschwitz qu'une huitaine, une dizaine de jours. Car toujours dans le même souci de recevoir le maximum de personnes à Auschwitz, on nous distribuait le plus rapidement possible dans des commandos de travail et on ne nous a pas tatoués parce que effectivement on a accéléré un peu le mouvement de réexpédition des personnes. Est-ce que votre mère est avec vous? Qu'advient-il de votre mère? Elle est toujours avec moi. Elle est toujours avec vous. Toujours. Est-ce que l'encadrement du camp, les autorités, savaient qu'il y avait une relation de filiation entre vous et votre mère? Pas forcément. Est-ce que vous avez dissimulé cette relation? Pas moi. J'en ai fait état qu'une seule fois, justement dans notre camp de travail, en me révoltant, en m'insurgeant contre un certain comportement qu'une femme SS a eu avec ma mère. Mais à part ça, je ne sais pas si ma mère l'a fait volontairement ou si ça se trouvait comme ça, mais on ne s'est pas tenu enlacés ou spécialement proches l'une de l'autre. Donc, ce départ d'Auschwitz, alors comment ça se passe? On vous a isolé? Est-ce qu'il y a eu à nouveau une sélection d'une certaine façon pour le camp de travail? Non, c'était toute notre baraque qui était partie, qu'on a envoyée. La sélection s'était faite à l'arrivée de Auschwitz-Birkenau et à partir du moment où on nous a envoyés pour nous faire raser la tête, pour nous envoyer dans une baraque à la douche, etc., ben, on a tenu cet ensemble de femmes en quelque sorte d'une façon un peu homogène et c'est les mêmes qu'on a envoyés dans les commandos de Celle. Donc vous avez pris à nouveau le train? Oui. On a pris à nouveau le train, mais là, c'était très rapide. Oui. Et à Zelle, comment se passe l'arrivée et qu'est-ce qu'on y fait? Alors, à Zelle, donc, je vous ai dit qu'on a trouvé les baraques avec les lits superposés, avec ces poêles, ces petits poêles qui étaient au milieu de la baraque. Et donc, ma mère prend le lit du bas et moi, j'ai le lit du haut. Nous nous trouvons donc ensemble dans ces doubles lits et on m'affecte moi. Ma mère n'était pas tout le temps avec moi. À partir de ce moment-là, nous étions ensemble, nous nous retrouvions ensemble tous les soirs et nous étions là toute la nuit et le matin, mais dans la journée, nous n'étions pas toujours ensemble. Moi, j'étais affectée aux travaux dans une entreprise de travaux publics qui s'appelait Hochtief. Et nous avons dit tout de suite Hochtief begraben, ce qui veut dire haut et profondément enterré. On nous envoyait donc tous les matins sur les chantiers de travaux publics.
Et on revenait le soir. Nous étions nourris à midi d'une soupe. Le matin, on nous donnait une espèce de café ersatz, je ne sais pas ce que c'était. Ça avait une couleur, mais ça n'avait pas ni l'odeur ni la saveur. Et puis un petit morceau de pain. Et ensuite, le soir, nous avions droit à une soupe également. Le matin, nous partions et les soldats de la Wehrmacht qui nous surveillaient, on lui avait dit que nous étions des prisonnières de droit commun, c'est-à-dire des prostituées et des voleuses. Petit à petit, en parlant avec nous, il a vite compris que ce n'était pas du tout vrai. Néanmoins, il avait une peur noire du commandant SS qui commandait les camps, et ces commandants SS nous surveillaient de très près, le surveillaient de très près, ou les surveillaient de très près, puisqu'ils étaient plusieurs soldats SS qui nous surveillaient notre travail sur les chantiers. Autrement dit, nous n'étions pas sur la surveillance des chefs de chantier, mais sur la surveillance des soldats allemands, tout en travaillant sur les chantiers où effectivement les chefs de chantier nous donnaient le travail, nous distribuaient le travail et nous faisaient et surveillaient également ce que nous faisions. Et les chefs de chantier, ce sont bien donc des soldats de la Wehrmacht, vous avez dit? Non, les chefs de chantier sont des civils allemands. D'accord. Et les surveillants allemands sont des soldats de la Wehrmacht. Nous sommes doublement surveillés. C'est ça. Est-ce que ces civils allemands sont aussi des détenus? Je veux dire, est-ce qu'il s'agit de Pas capots? du tout. Pas du tout. Ce sont des Allemands qui sont engagés par la firme allemande sur les chantiers de travaux publics. Est-ce qu'il y a des capots dans votre bloc, dans votre équipe? Non, non, pas dans les commandos de travail. D'accord, d'accord. À Auschwitz, il y en avait. Oui. Nous les savions et nous les avons bien vus de près. Mais il y en avait même une femme qui était rousse et complètement folle, qui tapait sur Skion, enfin tout le temps avec une espèce de fouet énorme. Et on nous a dit que c'est une femme qui était tombée de la chambre à gaz, ou qui était sortie de la chambre à gaz, ou de trucs, ou de four, ou je ne sais pas de quoi, et qui était devenue folle. Ça, on vous a dit ça à Auschwitz? On nous a dit ça à Auschwitz. Donc à Auschwitz, vous avez su qu'il y avait une chambre à gaz? Absolument. Donc dans ces 8 jours, vous aviez déjà une idée Ma de ce qui se mère passait avait appris dans au le camp? début, et moi j'ai appris avec cette histoire de cette femme capot. Et cette femme était devenue très violente et... Violente et complètement démesurée dans ses gestes et dans ses paroles. Oui. Le contexte de travail à Zelle, en fait, vous avez dit Hochtief begraben. Hein? En quoi ça consiste exactement? Vous travaillez sur un chantier? Sur les chantiers, nous avons tout simplement construit des abris, posé des rails de chemin de fer. Et quand il faisait trop froid et que les chantiers fermaient parce que les Allemands ne travaillaient pas, eh bien notre chef SS, notre commandant SS, imaginait pour nous un autre travail qui était celui de sortir des morceaux de charbon des tas de neige. Et là, mieux vous dire que moi, personnellement, j'ai souffert plus du froid que de la faim, car mon estomac a dû se rétrécir au fur et à mesure. Pendant le ghetto, je lisais plutôt que je ne mangeais, et j'avais très vite trouvé la solution en disant, moi, un morceau de pain, ça dure 5 minutes, même pas, et le livre, ça dure au moins 1h30, sinon plus. Et donc, je préfère un livre. Et de ce fait, je n'ai pas le souvenir de ce que j'ai vu autour de moi et tout près de moi, de la folie des gens qui avaient faim. J'ai été un peu épargnée de ce côté-là. Par contre, j'avais très froid. Et un jour, sur les chantiers, un civil allemand,
qui travaillait sur les chantiers, s'est approché de moi, a enlevé sa veste et me l'a donnée. Il a sans doute dû voir que j'étais toute bleue de froid. Alors j'ai pris cette veste, je l'ai vite mise sur moi. C'était tellement formidable. Et les soldats de la Wehrmacht, heureusement que ce n'était pas que le commandant SS, qui me dit: qu'est-ce que c'est que ça, d'où as-tu cette veste? Je dis: c'est un monsieur qui me l'a donnée. Quel monsieur? Je dis: je ne sais pas, je ne le connais pas. Qui t'a donné cette veste? Je ne sais pas. Il a arrêté de me le demander parce qu'il en avait marre. Et moi, j'ai vite filé dans les toilettes et j'ai mis la veste en vitesse en dessous de ma robe rayée. Pour une fois, la robe rayée large m'a servi à quelque chose. Et j'ai pu ainsi cacher cette veste pour que personne ne la voie plus. Un autre jour, comme je vous disais, que les soldats de la Wehrmacht étaient très surveillés par les commandants SS. À ce moment-là, nous faisions encore des abris. Et pour faire les abris, il fallait évidemment enlever le maximum de terre pour creuser des trous, pour pouvoir ensuite couler le béton, la ferraille, etc., et construire les abris. C'était un travail très dur toujours. Et moi qui ne suis pas très grande, je n'étais pas très forte, bien entendu, envoyer des pelletées de terre toute la journée au-dessus de mon épaule, parce qu'on était déjà dans un trou qui faisait déjà plus d'1 mètre, il fallait l'envoyer donc très haut au-dessus de l'épaule. C'était quelque chose d'extrêmement difficile pour moi. Et je me suis arrêtée à un moment donné un petit peu. Et les soldats de la Wehrmacht me demandent: pourquoi t'arrêtes-tu? Et je lui réponds: je vais recommencer à travailler tout de suite. C'était un petit moment de répit que je voulais. Et juste à ce moment-là, sort derrière un buisson le commandant SS, car jamais il ne venait en face. Il s'arrangeait toujours pour être caché un moment, et il ne sortait qu'après, pour nous surprendre, pour surprendre éventuellement ces soldats qui n'étaient pas assez assidus dans leur surveillance. Et ce jour-là, il est donc sorti derrière le buisson et il a demandé: qui est-ce qui n'a pas travaillé? Un silence absolu. Personne n'a rien dit. Il a recommencé à poser la question: je vous demande une deuxième fois, qui n'a pas travaillé? Je savais ce que ça voulait dire. C'est-à-dire que j'avais déjà vu que quand il nous punissait, il nous laissait après le travail dehors, dans le froid, sans nourriture, et pendant plusieurs heures, et que tout le monde subissait la punition. Et que moi, je me suis rendu compte qu'à cause de moi, tout le monde allait le soir subir cette punition-là et que j'avais des scrupules à le faire. Alors je le regardais bien en face, je me suis avancée, je le regardais et je lui ai dit: c'est moi. Et à ce moment-là, d'une énorme gifle, je suis partie à quelques mètres de lui, par terre, je suis tombée par terre bien entendu, j'avais la tête comme prise dans un feu, et évidemment, ma tête enflée, ma joue enflée, je ne voyais plus rien, j'étais couchée par terre, et là-dessus, il a tourné les talons et il est parti. Les soldats de la Wehrmacht, vite venus vers moi, m'a donné sa soupe et m'a dit à l'oreille: ça ne va plus durer longtemps, tu vas bientôt être libéré. Toutes mes amies m'ont maintenue parce qu'on n'avait pas le droit de ne pas travailler. Donc elles m'ont soutenue. Ça s'était déjà produit pour une autre jeune femme, pour d'autres. À chaque fois que quelqu'un était battu ou puni, nous étions autour de la personne pour la soutenir et pour l'aider. Et ainsi s'est terminée la journée et je suis rentrée le soir dans la baraque, comme d'habitude. Et votre mère, à quel endroit travaille-t-elle? Est-ce qu'elle travaille dans le même commando? Alors, elle n'était pas toujours avec moi. Ainsi,
je n'ai pas le souvenir exact. Vous savez, quand vous êtes une journée dans un endroit où vous avez faim, froid, où vous devez travailler du matin au soir, vous ne voyez presque plus ce qui se passe autour de vous. Donc, je n'ai pas le souvenir exact à quel moment elle était avec moi et à quel moment je sais qu'elle n'était pas toujours avec moi. Par exemple, un jour, nous étions... il y avait un bombardement. Alors nous, on riait, on dansait presque de joie si on pouvait danser. C'était la seule fois où on a ri dans le camp. Les Allemands nous tapaient dessus. Ils allaient vite, vite, vite dans les abris. Ils nous poussaient dans des abris. Ils étaient fous de rage. Et à un moment donné, nous nous sommes trouvés dehors parce qu'il pleuvait. Alors, comme les chantiers ne travaillaient plus, une pluie diluvienne, on nous a amenés dans un garage. Et dans ce garage, pour la première fois, on a rencontré des prisonniers français. Mes amis savaient que je parlais un peu le français. Alors, elle me poussait, elle m'embêtait en disant « Écoute, il faut que tu leur parles ». Mais je dis, qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Je n'ai pas le droit de leur parler. D'abord, on n'avait pas le droit. On était encore une fois punis et frappés, tout ce qu'on veut. D'abord, on n'a pas le droit. Et puis ensuite, qu'est-ce que vous voulez que je leur dise? Tu dis ce que tu veux, mais tu leur dis quelque chose. Alors, mine de rien, je dis, quelle heure est-il, s'il vous plaît? Alors évidemment, ils ont sursauté comme si quelque chose les avait piqués, quelque chose les avait frappés. Et ils se sont retournés, ils ont vite compris que c'était moi qui avais parlé. Et là, ils ont commencé à poser des questions et moi à leur répondre. Et depuis ce jour-là, ils ont commencé à nous apporter des colis, des objets, de la nourriture. Et dès qu'ils nous voyaient, et puis il y en avait un qui commençait à nous donner des nouvelles du front. Et c'est là, pour la première fois, j'ai eu des nouvelles du front. J'ai su que les Russes se battaient, que les Anglais se battaient, que les Américains se battaient, que le front avançait. Et un de ces prisonniers a dû trouver un intérêt particulier pour moi parce qu'il a apporté un colis en mettant un crayon et du papier à l'intérieur, de la nourriture, et une lettre, et en me demandant ce que je souhaitais recevoir dans le prochain colis. Et je lui ai écrit. Il a déposé ce colis à un endroit donné, puisqu'il n'avait pas le droit, il ne pouvait pas me le donner directement. Et moi, j'ai fait des sortes pour m'approcher de cet endroit et pour prendre le colis. Et encore une fois, je l'ai mis dans ma robe, qui était toujours assez large pour recevoir un petit colis. Entre-temps, j'avais d'ailleurs imaginé de couper un petit bout de mon linge et de me faire un turban, ce qui cachait un peu ma tête rasée, et une ceinture qui soutenait un peu ma robe et soutenait ainsi le colis. Et je suis rentrée dans la baraque, j'ai trouvé une lettre qui me donnait le nom de ce prisonnier. Il me disait qu'il était chauffeur de son métier et qu'il voulait savoir comment je m'appelais, d'où je venais et ce que je souhaitais qu'il m'apporte. Je lui ai demandé une brosse à dents, un dentifrice, un miroir et la nourriture, mais ça, il le savait. Et ensuite, je lui ai demandé des gants. Et je lui ai demandé une veste pour ma mère. Et au fur et à mesure que les paquets arrivaient, il m'apportait tous les jours un paquet à partir de ce moment-là. S'il ne disposait pas d'un camion ou d'une voiture, il venait en vélo, qu'il pleuve ou qu'il vente. Il m'apportait un colis tous les jours. Et mes amis, quand ils le voyaient arriver, elles commençaient à crier « Isa, le grand blond est là !» Et ainsi, je voyais où étaient les colis et ce qu'ils m'apportaient. Nous avions donc un petit peu d'aide
à ce moment-là, dans ce camp. Et un jour, notre commandant SS nous a rassemblés. Et il nous a dit, maintenant vous allez partir dans un camp de concentration de Bergen-Belsen. Et vous allez regretter ce camp-là. Quand il nous a dit ça, on l'a regardé comme un fou. On s'est dit, non mais il va pas bien cet homme. Hein. Est-ce que ça peut être plus horrible que là? Eh bien, en effet, il avait raison. C'était encore plus horrible. Mais pour terminer, dans les commandos de Celle, nous avons eu l'arrivée de femmes de Hongrie. Car à ce moment-là, on a envoyé les Juifs hongrois dans les camps. Et nous avons vu arriver ces femmes qui étaient tombées là comme dans un enfer, qui comprenaient rien, qui pleuraient du matin au soir. Et elles s'enfermaient quand on les envoyait avec nous sur les chantiers. Elles allaient dans les toilettes le matin, elles commençaient à pleurer le matin, elles sortaient le soir. Ce qui fait que les soldats nous ont empêchés d'aller aux toilettes. On n'avait plus le droit d'aller aux toilettes. Et nous, on ne comprenait pas. On se disait, mais qu'est-ce que c'est que ces femmes-là? Ça va pas. Elles voient bien que nous travaillons du matin au soir, et si elles font ça, c'est quelque chose qui nous nuit terriblement. Et nous n'avons pas compris. Nous n'avons pas compris que ces femmes étaient amenées d'une vie, je ne dirais pas normale, puisqu'il y avait la guerre, mais quand même quasi normale, dans ce commando de Celle. Et on leur en voulait un peu, parce que nous étions solidaires. Ainsi, par exemple, pour poser les rails de chemin de fer, ça se pose à plusieurs épaules. Ça se pose à plus de dizaines d'épaules. Et s'il y a une épaule qui triche, et s'il y a une main qui ne fait pas les gestes qu'il faut au moment où il faut, les autres sont obligés de supporter le poids. Donc, je n'ai jamais vu une épaule qui se dérobait, jamais une main qui ne faisait pas les gestes qu'il fallait. Et nous avons, là, heureusement qu'on n'a pas travaillé très longtemps, parce que pour poser les rails de chemin de fer, ça a été vraiment un travail très difficile. Un jour également, alors là, je n'étais pas avec ma mère, parce que comme j'avais des blessures aux chevilles, et que ma mère n'avait pas autre chose à les soigner que du papier de toilette, les blessures ne se fermaient pas. Et comme les chantiers avaient fermé parce qu'il faisait trop froid, et qu'il n'y avait plus de charbon dans le tas de neige, on nous a envoyés dans les mines de sel. Et moi, j'ai été épargnée ce jour-là. Je ne suis pas descendue dans les mines de sel parce que j'avais les blessures aux jambes, les blessures aux chevilles. Et ma mère est descendue toute seule avec tous les autres. Donc sans moi, je suis restée toute seule dans la baraque. Et je m'en souviendrai toujours de la date, bien entendu. C'était l'anniversaire de mes 16 ans. Le 18 septembre 1900... 16 ans, voyons. 44. Je suis restée toute seule et j'ai réalisé seulement, au bout de quelques heures, que c'était mon anniversaire. Il faisait froid, la pluie tombait dehors, une pluie dense. Et moi, j'étais toute seule, toute la journée. Et ce jour-là, je pleurais. Je n'avais pas de livre, je pleurais. Et je disais, c'est pas possible. C'est pas possible que quelque chose n'arrive pas, que rien ne se passe, que personne ne vienne à notre secours, qu'on nous laisse ainsi. Et tous les autres, et tous les enfants qui disparaissent, et tout ça, c'est pas possible. Et là, ça a été un des moments les plus tragiques. Et puis, tout le monde est rentré le soir, ma mère y compris, et les Allemands ont fait la grève. Ils ont décidé qu'aucune femme ne descendra plus dans les mines de sel.
Et c'est ainsi que nous ne sommes plus descendus dans la mine des sels. Les Allemands ne voulaient pas de femmes là-dedans, heureusement, parce que sans nourriture, mine de sel, il n'y en avait pas pour longtemps. À survivre, bien entendu. Et c'est comme ça que nous sommes allés à Bergen-Belsen. Alors vous avez évoqué, juste avant de quitter Celle et d'approcher de Bergen-Belsen, vous avez évoqué les relations entre les différents groupes, et notamment là les relations avec les Hongroises qui ont été assez difficiles. Est-ce qu'il y a d'autres groupes qui se sont constitués? Est-ce que vous étiez issus, si j'ai bien compris, en fait, vous venez toutes plus ou moins d'un milieu assez homogène, c'est le ghetto de Lodz. Non. Mais à Celle, c'est pas le cas. Non, pas du tout. Il y a des Russes aussi alors. Justement, à Celle, c'était très différent. Voilà. Parce que autant dans le train, nous étions tous du ghetto de Lodz, Oui. dans le premier train, Oui. autant au départ d'Auschwitz-Birkenau pour les commandos de travail, nous n'étions plus un groupe homogène, puisque nous étions en quelque sorte un peu sortis de différents endroits, et le groupe s'est formé au moment où nous étions dans la douche, au moment où on nous a rasés, au moment où on nous a mis dehors et où on nous a mis dans une baraque. Donc ce n'était plus du tout un groupe homogène, et à ce moment-là, il y avait des juifs allemandes, et pas seulement des juives. Je pense qu'il n'y avait pas que des juives parmi nous. Je n'ai jamais posé la question, on ne s'est pas posé la question. Il y avait, je dis ça pour une raison très simple, c'est qu'il y avait des Allemandes qui ne parlaient que l'allemand et qui avaient l'air d'être assez, elles, assez homogènes, c'est-à-dire qu'elles sortaient soit d'un milieu, soit d'une organisation. J'avais l'impression qu'elles étaient même organisées. Il y avait des Tchèques, donc des Hongroises après, et qu'est-ce qu'il y avait encore? Des Polonaises, bien entendu, Tchèques, Polonaises, Hongroises, Allemandes. Je pense que c'était à peu près ça. Roumaines. Et ces jeunes femmes allemandes, ça m'a fait penser à une organisation, peut-être même de résistance, peut-être même de quelque chose politique. Je ne sais pas exactement. Et quelles étaient donc les personnes avec qui vous étiez proche? Bon, votre mère, évidemment, j'imagine. Est-ce qu'il y a des amitiés? Est-ce qu'il y a des proximités, des solidarités? Non. En dehors du travail, où nous étions solidaires, comme je vous ai dit, le soir, quand nous rentrions, aucune de nous n'avait plus la force, enfin, du moins moi. Moi, je n'avais plus la force ni de parler, ni de voir. Je ne sais pas si j'ai beaucoup parlé avec ma mère. J'ai le souvenir de lui avoir toujours donné les colis. J'avais toujours envie de ne pas m'occuper de choses matérielles. Ça avait d'ailleurs continué après la guerre. Je pense que j'étais très fatiguée. Le matin, quand nous partions au travail, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait des gamins qui nous jetaient des cailloux. Des Allemands, des petits Allemands. Qu'est-ce qu'on leur disait à notre sujet? Comment est-ce que ces enfants étaient élevés? Qu'est-ce qui se passait en dehors, justement? Donc, si vous voulez, entre la faim, le froid, le travail, comme je vous disais, nous partions le matin à 8 heures, on rentrait à 6 heures, donc il y avait 10 heures de travail plein. Je crois que même un homme plus fort que moi n'aurait pas eu beaucoup envie de parler le soir, ou eu la force de parler. Donc, le souvenir que j'ai aussi, quand même un peu humain, c'est qu'il y avait une jeune femme parmi nous qui, presque jusqu'au dernier moment, le matin, pour son petit bout de pain et son café, sortait un petit napperon brodé. Elle le mettait sur un bout de bois et mettait son assiette et son café là-dessus. Il y avait
d'autres jeunes femmes qui faisaient un peu attention. Comme moi, j'avais découpé ce turban et la ceinture pour essayer de se ressembler à nouveau à un être humain. Mais bon, à part ces quelques manifestations de survie et de sauvegarde d'humanité possible, nous étions vraiment dans un très mauvais état. Alors Bergen-Belsen, maintenant, vous arrivez à quelle époque, en gros, à Bergen-Belsen? Nous arrivons au mois de février 1945. Et pouvez-vous décrire un peu le camp de Bergen-Belsen? Alors, le camp de Bergen-Belsen, je l'appelais le camp de la mort. Tout le monde l'appelle comme ça, d'ailleurs. À Bergen-Belsen, on nous a mis dans les baraques par terre. Terre battue. Plus d'aucune sorte. Plus rien. Et plus de nourriture et plus d'eau potable. Plus de travail, mais bon. Et là encore, ma mère cherchait une solution, cherchait quelque chose pour survivre et me faire survivre. Et elle a rencontré une femme qu'elle connaissait, une infirmière. Et cette femme a fait une proposition. Mais voilà, j'amène votre fille à l'hôpital, enfin, à ce qui était l'hôpital, et elle va aider le malade, elle va faire quelques travaux là, et elle va boire une soupe par jour. Et ma mère s'est accrochée à ça, bien sûr. Et pour une fois, elle n'a pas pensé que l'épidémie de typhus, c'était quelque chose de terrible, et que si je travaillais dans cette infirmerie, je risquais évidemment d'attraper le typhus, mais même s'il y a pensé. La soupe par jour allait peut-être pouvoir me sauver, parce que si je ne mangeais pas, bon, c'était la fin. Et je commençais le travail dans cette infirmerie, et effectivement, j'attrapais le typhus. Et là, je suis tombée dans le coma, fièvre, coma, etc. Et quand j'ouvrais les yeux, je voyais ma mère qui me donnait de l'eau. Je ne sais pas d'où elle prenait l'eau. Je ne sais pas d'où elle prenait ce qu'elle me donnait. Je n'en sais rien. Mais je voyais toujours ma mère près de moi, bien entendu. Et quand j'ai ouvert les yeux, quand j'avais la sensation d'ouvrir les yeux, là vraiment en allant un petit peu mieux, en me rendant compte que j'étais vivante, eh bien là j'ai vu ma mère et j'ai vu une vieille femme. Une vieille femme, cheveux blancs, et surtout, enfin les peu de cheveux qu'elle avait qui auraient poussé, et surtout un visage et un corps enflé. Et je ne pouvais pas encore réfléchir, là, parce que j'étais encore trop malade. Mais je me souviens que j'étais terriblement impressionnée par cette image de ma mère. Et la nuit suivante, là, j'étais déjà consciente. Ma mère m'a dit, écoute, est-ce que tu veux bien me faire cuire la cacha? Et je lui ai répondu, écoute maman, c'est la nuit, demain matin, je vais le faire. Et le lendemain matin, je me suis trouvée sur le corps inerte de ma mère. Elle est décédée dans la nuit. Et là, j'ai décidé de ne plus vivre, j'ai décidé que c'était terminé, que c'était fini, qu'on n'en parlait plus. Et surtout, j'ai décidé que ma mère n'allait pas partir de là, que j'allais rester avec elle.
Mais à ce moment-là, malheureusement, on enlevait encore les morts et les personnes qui l'ont enlevé étaient plus fortes que moi, et pour cause. Et je suis restée seule par terre. Et puis là, je bougeais plus. Je ne bougeais plus, je ne réfléchissais plus, je n'avais qu'une seule idée en tête, c'est fini, je ne veux plus vivre, je n'ai plus personne, ma mère est partie, c'est fini. Et puis, à ma gauche et à ma droite, par terre, il y avait deux jeunes femmes qui étaient couchées. Puis au bout d'un certain temps, je ne sais pas si c'était 2-3 jours, j'ai entendu deux voix aux côtés de moi, il faut que tu te lèves, il faut que tu ailles nous chercher de l'eau, quelque chose à manger. Je me suis dit, à qui est-ce qu'elle parle? J'entendais rien, je ne voulais pas entendre. Et puis ensuite j'ai entendu, mais si tu te lèves pas, on va mourir. Ah! Alors là, j'ai dressé un peu l'oreille et je les ai regardées. Puis elles m'ont répété, elles m'ont dit, tu sais, si tu te lèves pas, nous allons mourir. Il faut que tu te lèves et que tu ailles nous chercher de l'eau et à manger. Mais j'ai dit, mais je ne peux pas me lever. Et je les ai regardées et j'ai compris qu'elles ne pourront pas se lever. Et que moi, ben, j'allais peut-être pouvoir le faire. Alors j'ai essayé. Ça n'a pas du tout été facile. Mes jambes pliées n'ont pas du tout voulu se déplier. Parce qu'au début, dans la baraque de Bergen-Belsen, ce que j'oublie de dire, c'est qu'on n'avait pas assez de place pour étirer les jambes une fois qu'on était couché. Bien sûr, après, nous avions de la place parce que nous étions très peu de survivants. Mais entre-temps, nos jambes sont restées pliées. Et pour déplier les jambes, dans ces conditions-là, c'est assez difficile. Bref, je ne sais pas combien de temps j'ai mis pour déplier mes jambes. Ensuite, je me suis traînée par terre jusqu'à la porte. Et ensuite, j'ai tiré sur la poignée de la porte. Et je ne sais pas si c'est l'air frais qui m'a fait une bouffée d'air frais, mais ça a dû certainement faire quelque chose. J'ai pu me mettre debout et j'ai pu sortir tant bien que mal de la baraque en me traînant un peu. Et je suis arrivée à une place, ça m'a semblé très 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 loin. Et je suis arrivée à une place où il y avait une femme qui distribuait la soupe. Je ne sais pas comment ça se faisait qu'il y avait la soupe là, mais il y avait de la soupe. J'ai cherché un récipient, j'ai trouvé une boîte de conserve par terre. Alors je me suis approchée de cette femme et je lui ai demandé de la soupe. Et elle avec la louche, elle m'a versé la boîte pleine. Je suis restée à côté et j'ai mangé ma soupe. J'ai mangé, je pense, presque la boîte entière. Et après avoir mangé, je suis allée la voir et j'ai dit « Je veux encore une louche, encore une boîte de soupe pour les amis qui sont dans la baraque. » Et elle m'a redonné une louche de soupe. Et je suis partie tout doucement, de toute façon je ne pouvais pas faire autrement, mais j'avais peur aussi de renverser la soupe. Et je suis retournée dans la baraque et j'ai donné la soupe à mes amis. Et ça s'est répété pendant plusieurs jours. J'allais chercher la soupe et je la ramenais dans la baraque. Et à un moment donné, malheureusement, cette soupe n'a pas dû être d'un réconfort suffisant. Je ne pouvais plus me lever. Là, vraiment, mes jambes ne m'obéissaient plus, je ne pouvais pas me lever. Et à ce moment-là, on a entendu tout d'un coup une voix dans la baraque, des micros, des voix, Nous sommes là, nous sommes une armée anglaise, vous êtes libres, vous êtes libérés, nous ne pouvons pas rentrer parce qu'il y a l'épidémie de typhus, nous allons tout faire pour rentrer le plus vite possible, tenez bon, vous êtes libres, vous êtes libérés, nous sommes là. Effectivement, un homme dans une espèce d'imperméable, une espèce de truc est entré et a vaporisé un liquide partout.
asperger tout et tout le monde. Moi, à ce moment-là, je n'avais plus de réaction. Et ensuite, 24 ou 48 heures après, je ne me souviens plus exactement, la porte s'est ouverte, un visage d'un jeune soldat apparu. Il a apparu et la porte s'est vite refermée et on ne voyait plus rien. Ce jeune soldat n'a pas pu supporter ce qu'il a vu. Il a refermé la porte et il a prévenu ses amis ce qu'ils allaient trouver dans la baraque. Et au bout de quelques minutes, 5 ou 6 jeunes soldats sont rentrés dans la baraque et ont d'abord essayé de voir ce qu'il y a comme survivant encore. Et puis un de jeunes soldats m'avait trouvé et est parti vite chercher un médecin. Il leur a dit, ils ont repéré donc les survivants, le médecin est arrivé, il a regardé les quelques personnes qui étaient là, et puis il m'a demandé si il pouvait m'opérer sans anesthésie. Et je lui ai répondu qu'il pouvait me couper en morceaux, que je ne sentais plus rien. Il a démonté la porte de la baraque, il en a fait une table d'opération. Et il m'a effectivement opéré. J'avais une infection sur un côté de la cuisse qui était due au fait que j'étais couchée par terre sans aucune hygiène et j'avais une très grosse boule d'infection et qu'il avait peur évidemment que cela dégénère et qu'il ne voulait pas me laisser comme ça. Et puis, il a été très ému, il a presque pleuré, il est parti, au bout d'une demi-heure, il est revenu avec une tablette de chocolat, pour me consoler sans doute qu'il n'avait pas d'anesthésie. Pour lui faire plaisir, j'ai pris un petit bout de chocolat dans la bouche, mais ça ne m'a fait aucun plaisir, je ne pouvais même pas l'avaler. Ce morceau de chocolat avait le goût de sur le bois. Et il est reparti et le lendemain matin, il a envoyé un chauffeur et il m'a amené. Vous allez vers un hôpital improvisé, c'est ça? Oui. Je suis donc accueillie dans cet hôpital improvisé et on me met dans un lit dans un couloir. Tellement il y avait de monde à l'intérieur des pièces. C'est vrai que ce n'était pas un grand hôpital, mais c'était une grande maison aménagée en hôpital. Et on me met dans le couloir, et là, les médecins viennent à mon chevet, plusieurs médecins d'ailleurs, pour diagnostiquer mon état de santé et pour immédiatement me mettre sous perfusion, puisque je ne pouvais plus ni bouger, ni avaler quoi que ce soit. J'ai été donc mise sous perfusion immédiatement et ensuite on a commencé à me soigner avec des médicaments au bout d'un certain temps, mais là je ne pouvais rien avaler, donc c'était pas la peine de faire autre chose au départ. Et c'est là qu'il y avait une mission Vaticane, j'ai appris ça après la guerre, que ça s'appelait la mission Vaticane. Il y avait les sœurs de la rue du Bac, dont une sœur française, sœur Suzanne Spender, qui, apprenant que je parlais un peu le français, est venue immédiatement vers moi et s'est occupée un peu plus particulièrement de moi puisqu'elle pouvait converser avec moi. Et elle m'a donné un chapelet immédiatement et je lui ai dit que je ne pouvais pas l'accepter parce que c'était pas ma religion. Elle m'a dit, tu peux le garder comme souvenir. Alors je lui ai dit, bien entendu, comme souvenir, je le garderai précieusement. Et puis, elle a continué à me demander qui j'avais dans le monde, est-ce que j'avais des parents, des amis, etc. Et je lui ai dit que ma mère m'avait laissé une feuille avec les noms de tous les gens qui pouvaient s'occuper de moi, mais que cette feuille était partie depuis longtemps, mais que j'ai les souvenirs précis du frère de mon père, qui avait donc le même nom que moi, qui était parti à Paris. Et c'est comme ça que sœur Suzanne Spender, en arrivant à Paris,
en consultant le livre de téléphone, tout simplement. Eh bien, elle a trouvé mon oncle, ma tante. Et c'est comme ça que je suis arrivée à Paris, plus tard. Alors, vous êtes passé par la Suède à un moment. Alors, je vais encore donner un détail important, parce que vous m'avez demandé si j'avais eu affaire à quelqu'un d'antisémite avant la guerre. Eh bien, ma première rencontre avec l'antisémitisme a eu lieu à cet hôpital improvisé de Bergen-Belsen. Une des sœurs de la mission Vaticane, dont je ne connais pas le nom et je le préfère, qui était polonaise d'origine, avec laquelle je parlais donc plus facilement encore qu'avec sœur Susan Spender. La première des choses qu'elle m'a dit: tu n'as pas honte de te faire laver les pieds par sœur Suzanne. Voilà les paroles que j'ai entendues d'une sœur polonaise de la mission Vaticane. J'en ai déduit que dans la religion catholique, il y avait de différentes personnes. Donc ensuite, vous êtes soigné en Suède, oui. C'est ça? Ensuite, je prends un bateau. Alors, sœur Suzanne, le dernier conseil qu'elle m'a donné, elle m'a conseillé d'aller pour ma convalescence en Suède. Elle en avait entendu parler, elle savait qu'on sera bien soigné, et elle m'a donné ces conseils-là. Et elle avait raison. Sur le bateau, nous sommes partis de Lübeck d'Allemagne, et sur le bateau, il y avait des infirmiers suédois, mais le médecin est allemand. Et comme, malheureusement, tout en ayant été soigné à Bergen-Belsen, et disons que les maladies de fond étaient déjà un peu parties, j'avais une pneumonie, j'avais... la fin de typhus c'était déjà passé, mais j'avais la pneumonie, j'avais la diarrhée, j'avais un tas de choses, et ça avait été soigné. Malheureusement, l'eczéma avait continué, surtout sur mes bras. Et c'était c'était affreux d'ailleurs. Et quand on m'a donné la première fois d'ailleurs un miroir, je leur ai dit que le miroir, je préférais les jeter, qu'on ne me le donne plus. Mais là, les bras, forcément, je les voyais, et ces médecins allemands devaient s'occuper de moi. Et comme je disais, les infirmiers suédois, c'est eux qui étaient chargés de soins quotidiens. Et quand je dis à l'infirmier suédois, quand je lui ai expliqué, je pense en allemand, mais le suédois, c'est une langue germanique, il a dû comprendre quelques mots, peut-être qu'il parlait allemand aussi. Il avait compris que je connaissais des écrivains suédois, puisqu'au ghetto, j'avais avalé toute la bibliothèque des prix Nobel. Et je lui ai fait part, si vous voulez, de cette connaissance, surtout que j'appréciais plus particulièrement deux grands écrivains que je lui ai mentionnés. Et à partir de ce moment-là, il était vraiment attentif à ce que je disais, et il m'a vraiment beaucoup soigné. Et quand ce docteur allemand est venu avec des ciseaux, parce qu'il fallait qu'il incise les pustules faites par l'eczéma, moi qui étais stoïque, qui n'élevait jamais la voix, et qui surtout ne disait rien pour mes soins parce que je m'en fichais éperdument, là j'ai commencé à hurler: jamais un Allemand ne me touchera. Et cet infirmier suédois a été obligé de me tenir la main et de me jurer qu'il allait surveiller attentivement ce médecin et que je pouvais lui faire confiance et que c'était nécessaire.
Et donc mes soins ont continué sur le bateau. Et ensuite, encore un hôpital improvisé à Norrköping, en Suède, où nous avons été accueillis par des infirmières et médecins. Et la population suédoise a marqué beaucoup d'intérêt pour nous. Et même au départ, dans les premiers jours de notre présence dans cet hôpital, les ouvriers de bâtiment d'en face, qui nous voyaient évoluer dans les chambres, nous ont envoyé un énorme colis de friandises et des choses pour nous réconforter. Et alors, à quel moment vous allez aller à Paris ensuite, après ce séjour? Je vais ensuite, après cet hôpital de Norrköping, je reste à l'hôpital encore jusqu'au mois de juin à peu près. Et au mois de juillet, on nous envoie dans un village, dans une pension pour la convalescence. Nous n'avions plus besoin de soins médicaux quotidiens. Nous étions encore sous surveillance médicale mais sans soins. Et nous avions surtout besoin de prendre l'air, les forces, la nourriture et une vie saine. Et on nous envoie donc dans ce village qui s'appelait Löfstabruck, où il y a le plus vieil orgue d'Europe, et où nous avons été accueillis par un pasteur, un homme extrêmement intéressant, intelligent, qui nous a vraiment accueillis. Il nous a ouvert les portes de son église, de son village. Tous les habitants nous connaissaient. Il a organisé des spectacles. Il a compris tout de suite que nous étions des personnes qui pouvaient offrir des choses intéressantes à des habitants suédois. Et nous avons fait un spectacle de danse, de musique et de déclamation et des chants. Et les journaux en ont parlé. J'ai des coupures de journaux. Et puis, ainsi, nous sommes rentrés vraiment dans la vie suédoise, avec tout ce que ça comportait comme surprise pour nous, étonnement, plaisir. Mais ce que les Suédois n'ont pas prévu, c'est qu'une fois guéris, nous serions amenés à mener une vie normale, à rentrer dans la vie normale de tout le monde. Et à ce moment-là, ils ont proposé du travail à certaines d'entre nous qui étaient plus âgées. Et moi, comme j'étais jeune, ils m'ont proposé effectivement de retourner à l'école, chose que j'avais acceptée avec joie parce que j'avais toujours décidé de continuer mes études. Et à ce moment-là, j'ai reçu le premier télégramme de mon oncle m'avertissant que Sir Susan Spender leur a fait part de ma survie, que j'étais vivante, et ils m'ont envoyé de l'argent, un peu d'argent pour que je puisse m'acheter quelque chose. Alors, comme j'avais entendu entre-temps qu'il y a eu la guerre en France et qu'ils étaient privés de beaucoup de choses et qu'il manquait beaucoup de choses en France, je m'étais vraiment renseignée. Je savais que mon oncle et ma tante avaient 2 enfants et que les privations, ça je connaissais. Je suis allée dans le premier magasin, un grand magasin. J'avais acheté du sucre, de banilon, du café, du chocolat, de je sais pas quoi, et j'ai envoyé un grand colis en France. Et je m'étais acheté une chemise de nuit. Pourquoi une chemise de nuit? Je ne sais toujours pas. Les Suédois m'avaient donné une robe, un chemisier, une jupe, 2 paires de bas, une paire de chaussures, un manteau. Moi, ça me suffisait. Donc, j'avais sans doute besoin d'une chemise de nuit.
Alors, lorsque vous évoquez ces spectacles que vous avez organisés, en fait, vous êtes tous et toutes d'anciennes déportées, hein, c'est ça? D'anciennes déportées. D'anciennes, Nous uniquement sommes des toujours femmes, seulement avec les femmes. c'est ça. Et comment, enfin, c'est une question qui concerne déjà l'après, hein, évidemment. Comment êtes-vous perçu par la société suédoise que vous côtoyez? Est-ce que vous parlez de ce que vous avez vécu? Est-ce qu'on sait ce que vous avez vécu? On soupçonne sans doute. Nous n'en parlons pas, ou presque pas. On nous entoure de gentillesse. Alors ensuite, on m'a expliqué que les Suédois ont fait une propagande, une sorte d'information auprès du public pour que nous soyons vraiment bien accueillis, parce que le gouvernement se sentait coupable d'avoir un peu collaboré avec les Allemands et que la population a été sensibilisée à notre sujet. C'est tout à fait exact. Ils ont été très sensibilisés parce que même déjà à l'hôpital, nous avions beaucoup de visites. Et même à l'hôpital déjà, j'avais une jeune fille, bon, je ne peux pas tout raconter bien entendu, mais il y avait une jeune fille dont les parents voulaient m'adopter parce qu'ils m'ont amenée dans leur ferme. Et quand j'ai fait face à leurs centaines de cochons, ils ont dit, cette fille-là, elle peut venir chez nous dans la ferme. Moi, les cochons roses, ça me faisait, même si ces cochons roses ont avancé un peu rapidement sur moi, mais vraiment, je n'en avais pas peur. J'avais plus peur des hommes en armes que des cochons roses. Donc, comment se déroule votre arrivée à Paris? J'arrive d'abord sur un cargo en France. J'embarque en Suède à Stockholm. Et à ce moment-là, je suis dans une cabine, et dans ce bateau, il y a 4 cabines en tout. 4 ou 5 cabines. Donc, nous déjeunons, nous dînons avec le commandant et les officiers, et il n'y a que quelques passagers. Et c'est un bateau qui fait escale en Angleterre, qui se promène un peu. C'était sans doute, c'était des marchandises. Je ne sais pas si c'était pas des... Qu'est-ce qu'on avait comme cargaison? Je ne me souviens pas exactement, mais enfin, il y avait une cargaison commerciale. Et nous débarquons d'abord dans un port anglais. Et je me souviens que j'avais décidé de goûter le premier whisky. Parce que là, en Suède, j'avais goûté l'aquavit. Parce que les gens nous recevaient chez eux. Comme je vous disais, nous étions vraiment très cordialement accueillis. Donc j'avais goûté un peu d'aquavit. Les Suédois se saoulaient souvent. Ça nous donnait un spectacle un peu particulier. Et là, j'avais goûté le whisky. Je ne voulais pas leur dire à quoi je pensais, mais c'était vraiment pas très bon, le premier whisky. Depuis, je me suis rattrapée sur des choses un peu particulières que j'apprécie. Et puis, ensuite, nous sommes arrivés à Granville. Et à Granville, c'était une première mauvaise surprise après la guerre. La ville était toute noire, encore pleine de fumée, de bombardements, encore des maisons délabrées, de maisons bombardées, de traces de guerre très, très visibles. Et le pire, c'est que sur le bateau, on m'avait appelé et on m'avait demandé mes papiers. Donc, moi, j'avais des papiers, évidemment, carte d'identité un peu spéciale de Suède, carte de Bergen-Belsen aussi un peu particulière. Tout ça, c'était vraiment de bouts de papier, mais ça suffisait, c'était prévu comme ça. Et ensuite, j'ai reçu un mandat de mon oncle encore pour payer le billet de chemin de fer Granville-Paris, avec un petit mot d'excuse qu'il ne pouvait pas venir à Paris m'attendre et qu'il m'attendait à Paris. Et cet argent, je l'ai mis dans mon sac
Et quand je suis partie montrer mes papiers, et quand je suis revenue à la cabine, il n'y avait plus d'argent. Et mon stylo en or, seul cadeau que j'avais reçu en Suède de valeur, n'était plus là non plus. On avait ouvert mon sac et on a sorti l'argent et le stylo. Et à ce moment-là, évidemment, je me suis mise à pleurer parce que ça, c'était quelque chose d'épouvantable en me disant où est-ce que je suis venue, où suis-je revenue, qu'est-ce qui se passe. Les commandants du bord, les officiers surtout, m'ont trouvé comme ça, et je leur ai dit ce qui s'était passé. Ils se sont immédiatement cotisés et le billet a été bien sûr payé. Et un journaliste qui était là voulait faire un reportage et montrer un party. Je ne voulais pas je ne voulais plus entendre parler de cela. J'ai toujours pensé que de rembourser les commandants et les officiers, parce que c'était vraiment quelque chose encore une gentillesse. Et j'ai pris le train, donc, Granville-Paris, et à Paris, à la gare de Montparnasse, m'attendait un petit groupe, mon oncle, ma tante, mon cousin et ma cousine, avec un grand bouquet de fleurs, un petit cadeau, et voilà. Et vous avez habité avec eux à partir de ce moment-là, alors? À partir de ce moment-là, j'ai habité chez eux pendant 6 mois, car je suis arrivée en Suède au mois de février 1946. Pendant 9 mois, je pense. Je me suis fiancée au mois de septembre 1946 et je me suis mariée au mois de décembre 1946. Oui, donc j'ai habité chez eux 9 mois. Oui. Et est-ce qu'ils vous ont interrogé sur ce qui vous était arrivé, votre oncle, votre tante? Non. Non. Mais ils savaient d'où vous veniez, quoi qu'il arrive. Oui, mais ils ne s'en rendaient pas compte du tout. Pour vous dire à quel point ils ne se sont pas rendus compte, c'est que les premières vacances après la guerre, alors que les amis de mon oncle et ma tante m'invitaient dans la ville de Frontignan pour passer des vacances avec eux, ils ont refusé et ils m'ont envoyé dans un camp de camping. Est-ce que vous imaginez une déportée qui vient de trouver les lits, des draps, une maison, se trouver par terre dans un camp de camping? Eh bien voilà ce qui m'est arrivé. Et c'est pour vous dire que personne ne comprenait rien. Et à qui avez-vous essayé d'en parler? À qui en avez-vous parlé malgré ce sentiment que vous décrivez? À personne. J'écrivais. Vous écriviez? Mm-hmm. Vous avez écrit à partir de quand? À partir de, je pense, 47, 48. Et pourquoi alors vous avez... Autant que ça soit possible, hein, parce que pour l'écriture et pour les écrivains, c'est toujours une grande question. À quel mouvement vous avez obéi pour écrire? Qu'est-ce qui a Quand déclenché? j'étais toute seule, je ne pouvais pas rester toute seule. Et je ne m'en rendais pas compte. Je ne me rendais pas compte que je ne pouvais pas rester toute seule. Et ça devait être mon subconscient qui, à ce moment-là, m'obligeait à écrire. Vous supportiez pas une La solitude qui vous faisait penser à... qui m'envahissait de souvenirs. Donc vous n'avez parlé strictement à personne. Non. Et pourtant, nous parlons aujourd'hui. Alors Oui. à partir de quand ça a été possible? À partir du moment où on recevait après la guerre le journal des résistants déportés. Mon mari le lisait. Et moi, pas tellement, un peu. Et à un moment donné, il était écrit qu'un monument allait être érigé au cimetière de Père-Lachaise en souvenir aux victimes de Bergen-Belsen. Et à ce moment-là, ça a été le déclenchement de mon retour sur le passé, parce que il n'était pas question que je ne participe pas activement à un monument pour les victimes
du camp de Bergen-Belsen, étant donné que ma mère est décédée là-bas. Et ça, c'est quelle année? C'était il y a 10 ans, 12 ans. 12 ans. Une douzaine d'années, oui. Une douzaine d'années. Donc nous sommes le 14 janvier 2005, donc ça remonte à 1992 à peu près, 91, 92. Oui, c'est ça. Comment vous avez évoqué votre mari, comment vous êtes rencontrés? J'ai rencontré, je suis allée à l'Alliance française tout de suite en arrivant à Paris. Parce que comme je vous ai dit, ce qui me tenait à cœur, mes parents m'avaient toujours inculqué ça, c'est la continuation des études. Et donc, la première des choses, je suis allée à l'Alliance française. Ensuite, ma tante et mon oncle m'ont fait connaître par des amis un professeur de mathématiques d'algèbre bien sûr, et lui devait me faire connaître un professeur d'histoire et de géographie. Ensuite, je devais faire mon bac parisien qui à l'époque, et ça malheureusement mon oncle et ma tante ne le savaient pas ni moi non plus, il y avait un examen spécial pour les anciens déportés. Je ne l'ai appris que plus tard. J'ai donc recommencé mes études. Et à l'Alliance française, curieusement, j'ai rencontré une jeune femme qui était avec moi au Ghetto de Lodz. Et à un moment donné, cette jeune femme du Ghetto de Lodz m'a dit tu sais, j'ai un couple d'amis, ils ont un fils qui voudrait se marier. Bon, je dis c'est bien gentil pour eux, mais moi j'ai pas du tout envie de me marier, alors qu'ils marient avec leur fils avec qui ils veulent. Et je suis partie avec cette histoire-là, ça n'avait aucun intérêt pour moi. J'avais fait connaissance des jeunes de l'Alliance française, de toutes les nationalités, et notamment une équipe de jeunes grecs qui m'avait intéressée à ce moment-là parce que c'était la Grèce c'était un pays intéressant et donc j'avais nul besoin de faire connaissance avec des personnes qui avaient d'autres idées que moi. Alors il s'est passé quelques temps et ensuite elle me dit bah, écoute, nous sommes invités à un spectacle parisien. Alors là, ça c'est autre chose. Un spectacle parisien, ça j'étais encore jamais sortie les soirs. Mon oncle et ma tante sortaient pas beaucoup. Ma cousine était assez jeune. Mon cousin était encore plus jeune. Donc spectacle parisien, mais pourquoi pas? Et à ce moment-là, j'ai regardé un peu ma garde-robe pour la première fois parce que ça vraiment. Quand j'étais petite, j'avais une couturière privée, mais ça, il y avait longtemps que la mode m'était passée comme quelque chose qui me préoccupait. Je m'étais aperçue que j'avais pas grand-chose pour sortir. J'avais cette fameuse robe qu'on m'avait donnée en Suède. Ma tante avait reçu des robes des États-Unis, mais alors là, il aurait fallu voir les colis des États-Unis après la guerre, ce qu'on nous envoyait. C'était quelque chose. Et bref, affublée d'une de ces robes, j'en avais pas tellement, d'ailleurs j'avais pas tellement le choix, mais ça m'était égal. Je suis partie pour ma sortie du soir. Et à ce moment-là, j'ai fait connaissance des parents de mon mari et de mon mari, de mon futur mari. Et ils nous ont amenés voir Edith Piaf. Alors c'était effectivement quelque chose d'absolument incompréhensible pour moi, cette silhouette noire, cette scène noire, cette lumière ensuite, cette voix qui éclate, ça moi je te transportais dans un monde que je ne connaissais pas. Mais j'ai beaucoup apprécié. J'ai l'impression quand vous le décrivez que c'est le moment où la vie a complètement repris le dessus. Vous avez raison. Et
Bon, une question liée à tout ça, évidemment, c'est pourquoi je vous posais cette question à propos de votre mari. Est-ce qu'à lui, vous avez parlé de ce qui vous était arrivé, par Non, exemple? Et lui n'a pas voulu savoir? non. Vous avez eu des enfants. Oui, Est-ce qu'à 3 eux, fils. est-ce qu'à vos trois fils, vous avez parlé aussi? Non, Donc ça veut dire qu'au fond, jusqu'au début des années 90, ils savent pas tellement ou ils ont alors, quelle idée quand, ils ont quand de je votre dis, si passé? vous voulez, quand je dis non catégorique, Hmm. c'est peut-être un peu trop. C'est-à-dire que par moment, je disais par exemple, pendant la guerre, au ghetto, je faisais des gâteaux avec du marc de café, des épluchures de pommes de terre. Voilà, bon. Et puis à d'autres moments, je disais quelque chose à propos de mon père et de ma mère, ou de ma famille, ou de l'école, ou quelque chose comme ça. Donc, des bribes de conversation. Mais par contre, quand il y avait à la radio et plus tard à la télévision des informations ou des images de la guerre, tous les 3 garçons, et mon mari compris, Isa ne vient pas, c'est pas pour toi. Parce que ils ont assisté à 3 ou 4, 2 ou 3, je ne sais pas combien, des moments où, au vu des images, et à avoir entendu à la radio des réminiscences de la guerre, je me trouvais dans des pleurs et dans une condition de nerfs qui ne me permettait pas de l'écouter. Donc, ils en ont conclu que c'était pas possible pour moi de revenir en arrière et d'écouter quoi que ce soit de ce qui s'est passé pendant la guerre. Et quand j'ai dit à mon fils aîné, il n'y a pas très longtemps, mais je ne vous ai pas beaucoup parlé de la guerre, et il m'a répondu, mais tes silences étaient plus éloquents que tes paroles. Ils ont lu. Mon 3e fils m'a dit qu'il a tout lu. Mon fils aîné m'a dit qu'il a beaucoup lu. Sur ce sujet. Mon 2e fils, un peu moins, parce qu'il lit un peu moins. Mais tous étaient au courant de ce qui s'est passé pour les autres. Jusqu'à ce que j'écrive mon livre. Alors là, ils ont lu. Et là, l'écriture, ça a été un processus qui s'est fait dans l'idée de faire un livre, dans Non. l'idée de transmettre, ou Non, c'était pour vous-même? oui, parce qu'il fallait que j'écrive. Et qu'est-ce que vous écriviez? Des moments de ghetto, des moments de commando de Bergen, de Zelle, de ce qui s'est passé, par exemple, avec le commandant SS, de ce qui s'est passé avec les prisonniers de guerre, au ghetto, de ce qui se passait avec mes amis de classe, de ce qu'il y avait comme injustice, de ce qu'il y avait comme organisation, de soirées avec ces jeunes qui étaient là, de mes parents, du décès de mon père, ensuite du camp de Bergen-Belsen pour finir, mais beaucoup moins parce que ça s'était resté gravé dans ma mémoire, je n'avais pas besoin d'écrire. Et aujourd'hui, ce texte qui devient un livre, quel est le sens de la publication? Parce que dans un premier temps, c'est un travail extrêmement intime et je dirais, enfin d'après ce que vous dites, très secret. Est-ce qu'on peut publier un tel secret? Comment vous envisagez ça et quel est le mouvement là? Parce que c'est pas un mouvement évident quand même, j'imagine. Non, ça se fait à la suite des témoignages. Quand j'ai commencé à faire des témoignages, à la suite de ces fameux monuments de Bergen-Belsen, de la présence des autres déportés autour de moi, de ma participation dans des associations, d'un retour en arrière en compagnie de ceux qui
ont été comme moi enfermés, déportés et qui étaient survivants du travail qu'ils ont fait bien avant moi. De mon contact avec les jeunes, de la demande qu'ils ont constamment à la suite de mes témoignages, des dessins que j'ai reçus, des lettres que je reçois. Un dernier témoignage encore. On m'a prévenu au CDJC que j'allais avoir un témoignage devant des jeunes, déjà presque adultes, et même quelques adultes, qui n'étaient pas des collégiens, qui n'étaient pas des gens qui sortaient du collège ou de l'université. C'était des gens qui sortaient du travail, d'un milieu de travail et d'un milieu de métier, et puis qu'il y avait parmi eux des gens très différents, de différentes religions, provenances, etc. Je dis, ça ne me pose aucun problème. Et effectivement, j'ai vu devant moi de grands gaillards, c'était surtout, il n'y avait que des hommes, et de toutes les couleurs. J'ai compris qu'ils venaient d'un peu de partout. Donc je fais mon témoignage et à la fin, j'ai dit quelque chose comme, quand on m'a demandé mais où est-ce que vous êtes né, alors j'ai dit je suis né là où il fallait pas, au moment où il fallait pas. Et un des adultes, un noir, j'avais parlé de l'île de Gorée, je vais vous en parler tout à l'heure, un des noirs qui était là, il a dit mais si vous êtes né là où il fallait, au moment où il fallait, pour être là aujourd'hui parmi nous et témoigner de ce qui s'est passé. Alors évidemment, c'était quelque chose qui m'avait échappé, comme j'avais fait effectivement une comparaison avec l'île de Gorée. Il n'y a jamais aucune souffrance n'est pareille, jamais le génocide n'est semblable. Notre tragédie a touché des millions de personnes, dont 1 500 000 enfants, ce qu'il ne faut jamais oublier. On n'a jamais tué autant d'enfants d'une façon aussi démagogique et organisée et cruelle. Mais il y a des points de ressemblance avec ce qui est arrivé aux esclaves noirs. Puisque vous mentionnez l'île de Gorée au large de Dakar, au Sénégal, tout à fait, qui était la porte de l'enfer pour tout un peuple qui a été envoyé en esclavage. Et où il y a maintenant un musée, depuis des années, avec un conservateur très intelligent, je ne sais pas si c'est toujours le même, qui a fait une liaison tout à fait culturelle avec certains camps de concentration et où il y a eu des échanges d'informations des gens qui sont venus là-bas et ici et qui on a auprès desquels on a évoqué une certaine façon de traiter, une façon inhumaine de traiter les êtres humains. Alors vous avez évoqué la proximité avec les associations d'anciens déportés, et il se trouve aussi, en dépit du fait que vous n'ayez pas beaucoup, ou presque pas parlé de ce qui vous était arrivé avant le début des années 90, avant ce fameux épisode de l'inauguration du monument au Père-Lachaise. Vous recevez cette information par le biais d'un journal qui circule à l'intérieur de la communauté des déportés et d'autres.
Comment êtes-vous abonné à ce journal? Est-ce que vous aviez des contacts avec les associations avant vraiment d'enclencher cette période de témoignage et Non, d'écriture? c'est mon mari C'est votre mari. qui a, par le biais, je suppose, de son père, lui-même probablement, euh, étant associé à certains mouvements de gauche, sans jamais être politisé. Ni mon mari ni moi, nous n'avons jamais appartenu à un parti politique. Par contre, nous avons participé à des actions qui nous paraissaient justes d'après nous, et notamment des choses antiracistes, bien entendu. Je pense que c'est par ces biais-là, mais en tout cas, c'est par mon mari que ce journal est arrivé dans la maison chez nous. Votre mari, lui, quant à son histoire, comment avait-il traversé la Deuxième Guerre mondiale? Alors lui, il se sauvait de partout. Dès qu'on l'enfermait, il se sauvait. C'est-à-dire qu'il a effectivement, une première fois, il a été pris dans un... il n'a jamais été ni à Drancy ni là, mais il a été pris dans un camp dont il s'est sauvé. D'abord, il a passé la ligne de démarcation pour aller dans le sud. C'est là qu'on l'a attrapé une première fois. On l'a mis tout nu dans un hôtel, et puis parce qu'il n'y avait pas de prison dans le village. Et c'est là où il a rencontré un homme à la préfecture qui lui a dit « Je ne suis pas antisémite, je suis asémite ». Il a été battu, malheureusement par des Français. Et comme c'est un garçon qui a été élevé en France et qui a toutes les qualités et les défauts des Français, ça lui a fait d'autant plus mal. Je pense qu'il aurait préféré être battu par les Allemands. Quand il m'en a parlé, moi, je n'ai jamais voulu croire parce que Vichy était loin pour moi et les miliciens étaient loin. Et pour moi, la France, pour nous, la France, c'était un pays de liberté, de culture et des droits de l'homme. Ensuite, il a été mis en prison, ensuite il s'est sauvé, et une fois qu'on l'a repris encore, on l'a mis dans un camp disciplinaire, et là il s'est sauvé une nuit de Noël, aidé par les Espagnols, comme il était le seul à parler vraiment bien le français, et ils lui ont procuré des vêtements, et ils l'ont aidé à se sauver de ce camp disciplinaire. Et malheureusement, la justice française n'a pas reconnu que c'était un camp disciplinaire. Ils ont dit qu'il est parti en permission dans un château. Or, moi, après quelques vérifications, j'avais bien vu ce qui se passait. Mais comme mon mari n'a pas voulu prendre d'avocat, il en est au point où il est parti en permission sans rentrer. Alors là, maintenant, oui, pardon. C'est que bon, pour vous, bien sûr, il y a ce moment des années 90 qui est sans doute très important dans votre regard et dans votre approche de la déportation dans sa partie testimoniale, dans la dimension du témoignage. Il y a eu auparavant une série d'épisodes dans l'histoire du monde et dans l'actualité où le sujet survenait régulièrement, que ce soit à partir de quelques grands procès, de Eichmann par exemple à Jérusalem, jusqu'à Papon, Touvier, plus récemment en France. Et il y a eu des documents audiovisuels également. Il y a eu Shoah de Claude Lanzmann, par exemple, qui a eu un retentissement mondial. Il y a eu une fameuse série aussi télévisée qui s'intitulait Holocauste, dont vous avez peut-être souvenir. Et puis il y a la scène publique du témoignage qui est devenue maintenant très répandue, que ce soit dans le cadre des écoles ou dans le cadre médiatique. Toutes ces
toutes ces manifestations, hein, tous ces surgissements de l'actualité, de ce que vous aviez vécu, comment l'avez-vous vécu? Comment receviez-vous ça? Est-ce que vous vous sentiez impliqué? Est-ce que vous vous sentiez aussi même politiquement impliqué dans ces moments-là? Est-ce qu'il y avait un lien entre votre implication politique antiraciste que vous avez mentionnée et ce que vous aviez vécu? Comment tout ça, ça s'articule hein, chez vous? Je pense que ce n'est pas pour rien que j'ai appelé mon livre Mes deux vies. J'ai été en quelque sorte coupée de ma première vie parce que quelque part je suis morte à Bergen-Belsen. Ma deuxième vie a commencé par la transition en Suède et par ma vie en France. Non pas que j'ai oublié, bien sûr que non, puisque vous le voyez bien. Mais j'ai vraiment la sensation d'avoir eu deux vies. Par conséquent, tout ce qui se passait sur la scène du monde était lié avec le souvenir de ma première vie, mais j'agissais dans ma deuxième vie. Et dans ma deuxième vie, j'étais adulte. Et dans ma deuxième vie, j'étais responsable. Et par conséquent, je réagissais sur tout ce qui se passait avec ma responsabilité de la personne que j'étais devenue. Mais bien entendu que mon enfance fait partie de ma personnalité. Seulement, là, j'en avais entière conscience et une position dans la vie qui était celle de prendre parti de ce qui me semblait juste à ce moment-là. Et depuis 1990, 91 maintenant, est-ce que vous militez par exemple? Est-ce que vous participez activement à des causes ou à un travail associatif, etc. Au fond, dans cette deuxième vie-là, est-ce qu'il y a Oui. L'association antiraciste Mémoire 2000, SOS Enfants sans frontières, uniquement sur le plan des enfants, parce que je ne peux pas tout faire. Et là, il s'agit en l'occurrence des enfants en Haïti, parce que de par ma profession, après ma profession industrielle, dans ma jeunesse, j'en étais arrivée à l'art, et donc je m'occupe des artistes, et comme aux Caraïbes, que je connais de par un de mes fils qui est installé là-bas, et de par des amis maintenant, l'île aux artistes, l'île magique, c'est Haïti. Donc je me suis intéressée aux artistes et par la même occasion aux enfants d'Haïti. Ce qui est un fil direct avec le fait que vous ayez été une enfant aussi dans une période parmi les plus terribles, sinon la plus terrible de l'histoire humaine. Tout à fait, c'est pour ça que je suis très sensible, effectivement, oui, au sort des enfants. Parce qu'en 1944-1945, vous avez 16 ans, 17 ans, hein, c'est ça. Et vous avez mentionné cette activité professionnelle qui est la vôtre aujourd'hui. Vous êtes experte en art, n'est-ce pas? Oui. Alors en quoi ça consiste peut-être et quel lien y a-t-il avec les différentes vies que vous avez eues? L'art a été mon hobby pendant toutes mes années d'occupation et de préoccupation industrielle et gastronomique qui partent du fait de mon mari, de mon époux. Il était, son père était, il est vrai poète d'abord, je dirais industriel ensuite. Et ensuite, donc nous étions dans l'industrie. Quand je suis rentrée dans la vie active, je suis rentrée dans l'industrie.
Ensuite, étant donné que mon époux était quelqu'un qui était profondément intéressé par l'œnologie et la gastronomie, nous avons bifurqué dans ces domaines-là. Mais moi, c'est un domaine, la gastronomie, je n'aimais pas du tout. Enfin, j'aime beaucoup la gastronomie, mais je n'aime pas du tout le milieu. Beaucoup plus l'œnologie. J'avais un hobby qui était l'art. Et dès que j'ai pris ma retraite, ce hobby s'est transformé en profession. En quoi consiste cette profession? Elle consiste à organiser des expositions, à m'intéresser aux artistes, aux arts, et également à assister les commissaires-priseurs dans les ventes aux enchères. Je vous pose aussi cette question parce que, bien sûr, il y a eu un débat considérable dans le milieu culturel, mais aussi en règle générale, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, sur la manière dont l'art peut aussi témoigner, et sur la manière dont l'art peut dire quelque chose que nous avons des difficultés à dire. Est-ce que cette préoccupation pour l'art n'occupe pas aussi cette place chez vous? Je dois dire que j'ai vécu parmi les artistes, essentiellement même les artistes haïtiens, qui se sont exprimés sur la vie, sur l'espoir et sur les rêves, plutôt que sur la tragédie et sur les atrocités. Je pense que j'avais plus besoin d'espoir et de rêve que de revenir à des tragédies et des atrocités. Ceci dit, il est incontestable que pour moi, les artistes contribuent, et j'espère qu'ils vont contribuer à donner des images et même des écrits qui rappelleront au monde, qui laisseront dans la mémoire du monde, des choses que nous ne pouvons pas toujours exprimer. Ceci dit, il y a toujours une question qui reste. Je crois que même les images, même les écrits, ne peuvent pas complètement et ne pourront jamais traduire de ce qui s'est passé et de ce que nous avons pu sentir et de ce qu'ont senti ceux qui sont disparus. Est-ce que vous voulez dire par là que même dans votre témoignage, il y a toujours une lacune, il y a toujours quelque chose qui reste en suspens et qui est difficile à exprimer ou à appréhender? Non, ce que je veux dire par là, c'est que quand vous dites à quelqu'un, quand vous décrivez à quelqu'un que vous avez eu faim, celui qui n'a pas eu faim peut le comprendre intellectuellement, mais son ventre ne le comprend pas. Et tant que son ventre ne l'aura pas compris, il ne saura pas ce que c'est que d'avoir faim. Tant que votre cœur n'a pas senti une tragédie, vous ne savez pas ce que c'est qu'une tragédie. Je ne dis pas ça pour l'imiter, au contraire. Pour moi, il y a toujours deux sortes de personnes. Des gens qui ont souffert, mais souffert vraiment, pas pour des futilités bien sûr, et ceux qui n'ont pas souffert. Parce que ça encore, vous pouvez le décrire, vous pouvez le raconter. Tant que vous ne l'avez pas senti dans votre cœur, vous ne le savez pas. Et ce que vous voulez dire par là, peut-être ce sera mon ultime question, que le monde de la déportation, ce que vous avez vécu à ce moment-là, est-ce que lorsque vous vous orientez dans la vie, est-ce que ça a orienté d'abord votre vie, mais surtout,
est-ce que au quotidien, dans votre vie, vous avez gardé à l'esprit ce qui vous était arrivé dans la déportation? Il y a eu quelques moments où vous me disiez que euh, bon, ce que vous aviez vécu était encore présent, que vous aviez fait en sorte d'avoir une vie avant et une vie après. Mais même avec cet avant et cet après, il y a des fils entre les deux. Aujourd'hui même, au quotidien, est-ce que l'épreuve de la déportation surgit devant vous? Est-ce que ça vous... Et comment? Ce n'est pas une réalité quotidienne, heureusement pas. Ça n'a jamais été pour moi, sauf dans certains éléments quotidiens où je me rends compte que c'est tout de même ça qui a conditionné les choses. Je n'arrive jamais à jeter un morceau de pain. Je n'arrive pas à jeter la nourriture. Je pleure presque quand je jette quelque chose. Et ça, ce n'est pas réfléchi du tout. C'est le quotidien. J'ai une amie qui dit « On me donne toujours des feuilles pourries parce qu'on sait que je ne veux pas jeter ça. » Certainement, ma vie est certainement quelque part conditionnée par mon enfance et par ce qui s'était passé après. Mais j'espère bien que ça n'a pas été le cas dans le quotidien pour mes enfants. D'ailleurs, j'ai entendu quelque chose d'affreux. Un jour, je me suis précipitée sur le téléphone. Il y a une femme qui est rentrée et qui a dit « J'assistais à une conférence où les enfants ont dit « Malheureusement, mon père ou malheureusement ma mère est rentrée et depuis ce temps-là, du matin au soir, je n'entends parler que de ça, je n'ai subi que ces poids. » Alors en rentrant chez moi, je me suis précipitée sur le téléphone. J'ai téléphoné à mes 3 fils. Et je leur ai demandé, écoutez, est-ce que vous avez senti dans le quotidien le poids? Ils m'ont un peu écouté un peu comme une, je sais pas. Et j'avais compris que c'était pas tout à fait le cas et j'en suis heureuse. Et ils ont toujours exprimé une forme de gratitude ou de reconnaissance sur le Pas du fait tout. que... Aucune gratitude ni aucune reconnaissance. Non, mais le fait que vous en ayez pas, que vous les ayez pas accablés ou pas trop parlé, comment ils ont vécu ça? C'est ça ma question en fait. Ben, je pense que c'est à eux qu'il faut le demander. Ouais. Je pense que c'est à eux. Il n'y a que les enfants de déportés qui puissent vous le dire. Oui. Aucune déportée, enfin je sais pas, peut-être que les autres ont parlé assez avec leurs enfants pour pouvoir le faire. Moi non. Je ne peux pas savoir exactement comment ils ont vécu ça. Je vous donne les bribes encore, quand mon fils aîné vous m'a dit que tes silences étaient plus éloquents que tes paroles, quand les autres m'ont dit, surtout les plus jeunes, qu'il a tout lu, il a donc eu quelque chose évidemment qui l'a poussé à savoir, à connaître, à comprendre probablement, mais m'être reconnaissant. Non, on a un esprit très critique dans la maison. J'ai dit même quelquefois un peu trop critique, mais donc on ne se permet pas ni de pleurer sur son sort, ni de se dire des choses qui... peut-être je n'ai pas été assez tendre, peut-être par moments. D'ailleurs, je commence mon livre en disant que si je l'aurais paru un peu dur, un peu... Je ne sais pas au départ, peut-être qu'il veuille bien m'en excuser. Enfin, me le pardonner surtout. Là, vous vous adressez à vos fils ou vous vous adressez au lecteur? À vos fils. Parce qu'au fond, il est dédié à vos fils, c'est ça? Ou il est écrit un peu pour vos fils? Il est dédié à mes fils, bien sûr, à mon mari, à mon époux, à mes fils, mais aux jeunes. Il est évident que mon livre, je voudrais qu'il soit lu par les jeunes. Et par les adultes aussi, pourquoi pas, mais surtout par des gens auprès desquels je témoigne et qui m'expriment un intérêt. Alors au début, je voulais m'arrêter à la première vie, puis je me suis aperçue qu'ils étaient frustrés, qu'ils voulaient un happy end, qu'ils voulaient savoir ce que j'étais devenue après, et que puisque j'étais là, il y avait forcément un happy end quelque part.
Et donc l'intérêt de savoir comment on peut vivre après. Et vous avez lu d'autres récits de rescapés? Maintenant, oui. Alors, parmi lesquels pouvez-vous mentionner? Qu'est-ce qui vous a marqué? Je peux vous parler du dernier, que je trouve un des plus remarquables, Joseph Bialot. Euh, je ne me rappelle jamais des titres, mais les journées rallongent en hiver, ou en hiver, les journées rallongent. Sinon, vous avez... Primo Levi, bien sûr, bien entendu. Quelques-uns d'écrivains qui ne sont pas connus, qui sont des témoins comme moi et qui ont écrit, notamment un monsieur qui s'appelle Schaeffer. Qu'est-ce que j'ai lu encore? De mon école, j'ai lu en polonais 2 témoignages, mais édités en Pologne, en polonais. Qu'est-ce que j'ai lu encore? Mais j'ai commencé à lire très tard, après avoir écrit mon livre et mes témoignages. Alors, votre livre, est-ce que vous pouvez donner les références, là, maintenant, simplement? Il va Le titre. sortir aux éditions Caractère et il s'appelle Mes 2 vies. Et ça va sortir bientôt, alors, c'est ça. Oui, c'est ça. Ben, je vous remercie infiniment, sauf si vous avez quelque chose à dire, à ajouter, quelque chose qu'on n'ait pas évoqué. Peut-être une seule chose, c'est que tous mes témoignages, je les termine toujours par une note d'optimisme, par une note surtout. Je mets l'accent aux jeunes auprès desquels je témoigne sur la chance qu'ils ont de vivre maintenant, de vivre dans un contexte où ils sont aimés, où ils peuvent apprendre, où ils peuvent construire leur vie, même si quelquefois leur vie est difficile, même si au contraire ils rencontrent des difficultés, que ça leur serve plutôt de les renforcer que de les affaiblir, qu'ils se servent de ça comme un moteur, une force, comme un espoir, qu'ils retrouvent ça toujours dans leur vie. Voilà, je pense que là c'est tout. Merci.